Bonjour, je suis Nancy, j'espère que vous allez bien. Laisser aller 10 à 20 livres durant l'été et ne pas le reprendre, est-ce que c'est possible? Absolument, c'est possible. Marie-André, elle l'a fait. Après 8 semaines, elle a perdu 9 livres. Donc, elle est vraiment fière. Lentement, mais de façon constante. Donc, un pas à la fois, c'est ce qu'elle m'entend dire constamment. Alors, elle adore la formule que je lui ai présentée. Manon, c'est 50 livres en moins à l'intérieur de 6 mois. Alors, elle a fait un beau collage pour démontrer, pour célébrer, en fait, cette perte de poids. Et puis, Lise, 70 ans, donc c'est 25 livres en moins et fière de son nouveau mode de vie. Les défis au niveau de la gestion de poids, c'est les mêmes que j'entends régulièrement. Les gens qui sont tannés de se priver, qui sont découragés d'être revenus à la case départ, qui ont peur de ne pas tenir le coup, qui ont de la difficulté à résister aux tentations, peur d'abandonner les bonnes habitudes, de se sentir coupable de tricher, tannés de penser à la nourriture constamment, c'est constamment dans leur tête, la frustration face à leur corps, face à leur image et surtout le manque de volonté et de motivation. Maintenant, qu'est-ce que j'amène les gens à prendre conscience, c'est qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe derrière une problématique? Okay? On veut toujours trouver la cause de notre problématique plutôt que de se saboter l'existence, de se critiquer, de se taper sur la tête en se disant qu'on est brisé, il y a quelque chose de pas correct avec nous. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce qui empêche mon corps de laisser aller de la graisse ou qu'est-ce qui l'incite à en prendre? Ce, dans n'importe quelle situation, mais peut-être particulièrement durant l'été, qu'est-ce qui se passe exactement ou qu'est-ce que je fais principalement qui fait en sorte que mon corps emmagasine la graisse ou c'est difficile d'en laisser aller. Maintenant, si vous ne me connaissez pas, qui suis-je? Eh bien, je suis Nancy Lehoux. Je suis infirmière de formation, coach PNL et fondatrice de la méthode Perticlo avec ton cerveau. Alors, si vous me regardez sur la photo, vous allez dire, oh mon Dieu, Seigneur, cette personne-là, elle n'a pas de problème de poids. Eh bien, j'en ai eu. En fait, j'ai eu une problématique au niveau de ma relation avec la nourriture. J'ai joué au yo-yo pendant des années, et ça de mon adolescence jusqu'à la mi-trentaine, le début quarantaine. Et c'était au moment où est-ce que j'ai croisé les yeux de ma fille lorsque j'étais dans ma crise de boulimie que j'ai vraiment ressenti un mal-être à l'intérieur et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut absolument que je trouve quelque chose, une formule qui vraiment fonctionne pour moi parce qu'en fait, les régimes, je les avais tous essayés, toutes les pilules amaigrissantes, les crèmes là, qui nous enlèvent la cellulite et tout ça, là, qui sont supposées nous enlever la cellulite, j'ai tout essayé ça. Il n'y avait rien qui fonctionnait de façon durable. Alors, j'ai toujours été une fervente étudiante. Je me suis toujours intéressée à la science, je me suis intéressée au corps humain, à l'humain comme tel. Alors, c'est au moment où est-ce que j'ai entamé des formations plus poussées au niveau du fonctionnement de l'être humain et surtout au niveau du fonctionnement du corps, fonctionnement du cerveau, fonctionnement de l'alimentation, oui, mais plutôt sur le fonctionnement du corps humain, que j'ai compris qu'en principe, nous sommes programmés. Donc, l'être humain, on est programmé. On apprend à agir d'une certaine façon. Et au niveau de nos comportements alimentaires, ça se passe exactement de la même façon. Alors, autant que j'avais appris de manger d'une certaine façon, j'ai appris à faire des diètes, j'ai appris à ne pas aimer mon corps, j'ai appris à me saboter, j'ai appris à être perfectionniste, j'ai appris à rechercher, à chercher à ce que les choses sont jamais assez bonnes, c'est jamais fait. J'ai tout appris ça, j'ai conditionné. Je me suis faite en fait conditionner parce que c'est à travers ce qu'on entend, ce qu'on expérimente par rapport à nos parents, oui, mais en fait, c'est toute notre société. On est conditionné je suis en train de vous conditionner d'une autre façon, indirectement. Alors, on est conditionné continuellement parce qu'on entend à la télévision, parce qu'on lit, parce qu'on a entendu de nos parents, parce qu'on continue d'entendre de la société. Alors, au moment où j'ai compris qu'on était conditionné, j'ai aussi compris qu'on pouvait se déconditionner. Alors, on pouvait changer nos programmations comportementales et ça dans tous les aspects de notre vie.
Et c'est à ce moment-là que pour moi, ça a changé ma vie. Ça a eu vraiment ce qu'on appelle en coaching un aha moment. C'est comme, ah, maintenant je comprends, alors je vais travailler. Alors, c'était mon processus de me déprogrammer et j'ai vraiment changé ma vie de 180 degrés. Les gens là, qui me connaissent aujourd'hui voient que je ne suis plus la même personne que j'étais v'là 20 ans. Et ce que je fais aujourd'hui, eh bien, c'est ce que j'enseigne aux gens. Donc, je travaille principalement avec les gens pour les aider à déprogrammer des patterns. Quand on parle de patterns, c'est qu'on parle de croyances, on parle de mémoire, on parle d'émotions, de patterns émotionnels qui nous amènent à résister, par exemple, à certains changements, qui va nous amener à l'auto-sabotage, qui va nous amener à ce qu'on entame une belle routine, des beaux changements dans notre vie. Puis d'un coup, ou pour une raison qu'on ne comprend pas, on se retourne vers des vieilles habitudes qu'on sait très bien qui sont néfastes pour nous, mais pourtant, on continue, on revient à ces vieilles habitudes. Puis là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec nous, on n'est pas normal, on est brisé, et puis là, ben, on se tape sa tête, et là, c'est un vrai cercle vicieux. Donc, on a toutes sortes de patterns, comme le pattern destructeur de la performance, on va avoir le pattern de la perfection et toutes sortes de dialogues intérieurs qui vont animer notre impuissance, le sentiment d'impuissance, le sentiment de ne pas être adéquat, pas être à la hauteur, je ne suis pas capable, etc., etc. Alors, plus qu'au niveau de la nourriture et de la nourriture et du corps, je travaille vraiment au niveau de l'inconscient parce qu'en fait, c'est vraiment à ce niveau qu'on réussit à changer de façon durable. C'est ça la problématique. C'est que les diètes, ça fonctionne pour un certain temps. Même mais le jeûne, je viens de parler à une personne qui est habituée de faire du jeûne prolongé et puis elle réussit à perdre son poids. Mais la problématique, c'est que pour une raison qu'elle ne connaissait pas, c'est qu'à un moment donné, elle finit son jeûne, puis là, elle se remet dans ses vieilles habitudes, même à manger des produits transformés, des produits qu'elle ne mangeait pas, donc des aliments qu'elle ne mangerait pas normalement. Mais on dirait que c'est comme si c'est plus fort qu'elle. Donc, c'est vraiment au niveau de l'inconscient. Et tant et si longtemps qu'on ne va pas travailler ces éléments-là, eh bien, on revient toujours à la case départ. Je vous parle, par exemple, de Julie. Julie, qui est une gestionnaire, ça fait 15 ans qu'elle travaille dans une entreprise de Montréal, fonctionne très bien, extrêmement performante. Puis, elle me disait justement qu'au travail, là, vraiment, quand je suis concentrée au travail, ça va très bien. Même les gens, ils amènent toutes sortes de sucreries, toutes sortes de choses, puis c'est correct, ils peuvent manger des sucreries devant moi, puis ça ne me dérange pas, je suis concentrée, je n'ai pas de problème. Mais il y a une des problématiques pour moi, c'est que quand j'arrive à la maison, c'est comme si j'oubliais tous mes moyens. Le stress fait en sorte que j'ai comme des comportements alimentaires que je ne comprends pas. Donc, quand je lui posais des questions, elle me racontait qu'une des croyances qu'elle avait, c'est que sa grand-mère lui avait dit qu'il y a tellement d'enfants et même d'adultes qui souffrent de famine, donc on ne peut pas se permettre de gaspiller de la nourriture. Et c'est ce qui faisait que lors du souper, avec ses enfants, Julie ne termine pas seulement son assiette, parce que pour elle, c'est comme inconcevable de laisser des choses dans son assiette, mais elle avait l'habitude de terminer les assiettes même de ses enfants, parce que pour elle, on ne gaspille pas de nourriture. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pas, même si Julie, elle savait que, on peut regarder l'image, donc elle mange bien, donc elle mange des légumes, elle mange des bons repas, elle sait comment bien s'alimenter, mais c'est au niveau de la suralimentation qui est plus fort qu'elle parce qu'elle a des patterns inconscients, donc des mémoires, des croyances qui la poussent inconsciemment à avoir un comportement qui n'est pas propice pour son corps, parce que son corps, ce n'est pas une poubelle. Il ne veut pas avoir plus de nourriture que ce qu'il peut vraiment contenir ou ce qu'il a besoin. Donc, tant et si longtemps que Julie ne change pas sa croyance, donc ce n'est pas changé au niveau neurologique, eh bien, elle va continuer à avoir cette envie inconsciente de vider les assiettes des autres. Maintenant, je vous parle d'Esther. Esther, qui est une maman de 2 enfants, très jeune, donc très actif, les jeunes. Elle occupe un travail assez exigeant psychologiquement au travail. Donc, elle vit énormément de stress, autant au travail qu'à la maison.
Alors, vraiment, sa routine, c'est vite, vite, vite le matin, on se doit se préparer, on réveille les enfants, on fait déjeuner les enfants, on les répète 10 000 fois de s'habiller puis de se préparer. Pour finalement penser à tout le monde, on oublie notre repas, on oublie notre repas du dîner sur le comptoir. Alors, la journée, elle commence, c'est encore du stress énormément, c'est vite, 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 beaucoup de choses à faire au travail. On arrive au dîner, ben là, c'est justement, on vient de s'apercevoir qu'on a oublié notre dîner, on s'en va vers la cafétéria, on n'a pas le temps de manger, on va prendre juste 5 minutes pour manger sur le bord, sur le coin de notre bureau. Naturellement, on va se tourner vers quelque chose qui est très rapide. Donc, on va mettre de côté toutes nos belles habitudes alimentaires. Finalement, on arrive le soir après une journée où est-ce qu'on est complètement épuisé. Encore une fois, on va chercher les enfants, on s'occupe des enfants, on s'occupe de l'horaire des enfants avec les activités des enfants. Finalement, pour arriver devant le repas, c'est encore une fois préparé très rapidement. Pendant qu'on est en train de préparer le repas, bien, c'est qui va dire, bien, je mange quasiment un repas avant même de manger mon repas parce que justement, je me réconforte inconsciemment par la nourriture. Et étant donné que la nourriture est associée comme étant plaisant, c'est une des problématiques qu'on a quand on parle de comportement alimentaire. Et c'est ce qu'on appelle les neuroassociations. Donc, les associations, c'est comme les équations. Le stress égale inconfort, la nourriture égale le réconfort. Donc, une des façons qu'on a appris à gérer notre stress, c'est de se tourner vers la nourriture. Pourquoi? Parce que la nourriture, manger, c'est associé à plaisant dans notre cerveau. Ça, on aime manger, hein, que tout le monde aime manger, c'est bon au goût, on fait travailler tous nos sens sont activés quand on mange. Donc, autant l'odorat, autant la sensation gustative, qu'autant visuellement, hein, quand c'est beau, c'est très coloré. Alors, c'est associé de plaisant. Et dans notre cerveau, tout ce qui est plaisant, notre cerveau nous incite à répéter l'expérience. Tout ce qui est pénible, notre cerveau nous invite à éviter l'expérience. Donc, c'est la raison pour laquelle faire de l'exercice après un repas, après une journée, après un repas copieux, puis une journée assez mouvementée puis assez stressante, avoir la motivation d'aller faire de l'exercice ou d'aller prendre une marche, ça peut être perçu comme pénible pour notre cerveau. Donc, c'est la raison pour laquelle on va éviter. C'est la raison pour laquelle on va plutôt préférer regarder une émission à la télévision. Alors, les neuroassociations, qu'est-ce qui ça se passe au niveau de notre inconscient? Qu'est-ce qui se passe si on ne change pas ces neuroassociations-là? C'est que la nourriture va toujours rester associée au réconfort. Donc, chaque fois que notre cerveau va rechercher inconsciemment, notre cerveau va chercher du réconfort, une des premières choses qui va se tourner, c'est vers la nourriture. C'est la même chose à chaque fois que notre cerveau va sentir qu'on a un stress, qu'on est en train de vivre quelque chose de déplaisant, donc une émotion négative, il va nous inciter à manger parce que c'est l'équation qui est associée dans notre cerveau inconscient. Donc, c'est ce qu'on parle, quand on parle de pattern inconscient, c'est à ce niveau. C'est deux exemples. Il y en a plusieurs, mais c'est deux exemples qu'on trouve les plus souvent. Donc, les croyances, les mémoires, les associations qui font en sorte que, et c'est un peu le système, en fait, que je travaille, qui est à l'arrière-plan de ma formule Perte avec ton cerveau, c'est que quand on veut perdre du poids, c'est un résultat. Hein? C'est qu'on veut atteindre un résultat. Puis quand on n'a pas le résultat qu'on veut, on monte sur la balance, on a un résultat insatisfaisant, on n'est pas satisfait de notre résultat. On se pose la question sur quel comportement que j'ai besoin d'arrêter de faire. Alors, on va dire que, il faut que j'arrête de trop manger, il faut que j'arrête de grignoter, il faut que j'arrête mes compulsions alimentaires, il faut que je commence à faire des bons choix, il faut que j'arrête. Mais quand on se concentre sur le comportement, qu'est-ce qui se passe? C'est que derrière le comportement, il y a l'émotion. Alors souvent, les gens vont dire, j'ai pas la motivation ou j'ai pas la volonté de cesser, qu'est-ce que j'ai besoin de cesser pour atteindre mon résultat. Et avec l'émotion, on a aussi le dialogue intérieur. Donc, vous avez sûrement déjà pris conscience de votre petite voix de l'ange qui dit que vous devriez bien manger ou vous assurer d'avoir des légumes dans votre assiette plutôt que de manger une tranche de pain, par exemple. Alors, vous avez cette petite voix d'ange, mais vous avez aussi la petite voix du petit diable qui vous dit, bon, voyons donc, c'est correct, hey, ça ne te tente pas aujourd'hui, une pizza, c'est vite, on va commander, ça va être vite, c'est correct.
Alors, le dialogue intérieur, naturellement, qui est associé à l'émotion, parce qu'après avoir eu ce dialogue-là, puis après même avoir fait le comportement, c'est là que la culpabilité va rentrer ou qu'on va se parler en fonction de, ben voyons là, qu'est-ce que j'ai fait, comment ça se fait, puis je ne suis pas capable de tenir mes bonnes habitudes, puis j'abandonne tout le temps, je reviens tout le temps à case départ, puis qu'est-ce qui n'est pas correct avec moi. Alors, tout notre dialogue intérieur, c'est quelque chose qui est ancré aussi et qui est inconscient, mais qui est aussi programmé. Alors, qu'est-ce que je fais avec mes clients? C'est que je travaille au niveau du sens, c'est-à-dire au niveau de qu'est-ce qui est enregistré au niveau de notre inconscient, qui se trouve être la première partie après la situation qui est enclenchée pour arriver au résultat. Alors, c'est ici que ça se trouve, nos croyances, nos valeurs, les besoins. Et les besoins sont associés à notre façon de nous alimenter. Notre personnalité est associée à notre façon de s'alimenter. Nos expériences passées, donc les expériences qu'on a eues quand on était jeune, qu'est-ce qu'on s'est fait dire, notre style de repas, le style d'aliments qu'on mangeait, les expériences de diète, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc, tout ça, toutes les expériences passées vont interférer ou vont influencer notre comportement. Mais ils vont influencer tout ça. Notre dialogue intérieur va influencer nos émotions, vont influencer notre comportement. Puis, il y a aussi nos modèles de comportement, donc les patterns, comme je vous disais, que ce soit le pattern de l'auto-sabotage, que ce soit le pattern de la performance, de la perfection. Alors, si ce n'est pas parfait, bien, je vais me taper sur la tête, je vais me sentir coupable. Et la culpabilité va faire que je vais me tourner vers la nourriture. Puis si je me tourne vers la nourriture trop souvent, bien, le résultat que je vais avoir, c'est au lieu de perdre du poids, je vais en prendre du poids. Alors, si on prend une situation, par exemple, durant l'été, vous avez énormément de situations où est-ce que vous êtes invité à manger chez quelqu'un ou que vous invitez les autres à manger chez vous. Alors, ça aussi, vous allez avoir des expériences, des comportements, des croyances, qu'est-ce qu'il faut pas, qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que j'ai pas le droit. Il y a un dialogue intérieur qui va se manifester par rapport à ça. Vous allez vous sentir d'une certaine façon. Je me sens coupable si je dis non trop souvent. Je me sens pas à l'aise de dire, ben ça, je préfère de manger autre chose. Alors, donc, cette émotion, j'ai eu l'expérience justement d'une personne qui est venue chez nous qui est en phase de couper le sucre. Alors, elle se sentait toute mal de nous dire qu'elle ne mangeait pas de sucre, donc de s'assurer qu'il n'y ait pas de sucre autant dans les sauces que dans ce que j'avais préparé. Vous savez, il y a tout un dialogue intérieur, puis il y a un sentiment, un ressenti qui va faire en sorte que des fois, on va saboter nos comportements parce qu'on se sent mal de suivre un mode de vie qui est différent de ce que les autres font. Mais c'est justement en se respectant dans nos choix qui va faire en sorte que nos résultats vont être un peu plus satisfaisants que non satisfaisants. Alors, la formule avec laquelle je travaille, donc le modèle perdre tes kilos avec ton cerveau, c'est que oui, bien sûr, on parle de l'alimentation parce que c'est important. L'alimentation, elle est importante. On a besoin de comprendre les bases de l'alimentation, pas qu'est-ce qui nous est véhiculé sur les boîtes de céréales ou sur tous les paquets qui nous dit sans gluten, puis santé, puis sans sucre, etc., etc., parce qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de fausses publicités qui sont faites par rapport à ça. Alors, c'est important de comprendre les bases de l'alimentation, qu'est-ce que notre corps a réellement besoin. Et c'est important aussi de comprendre comment notre corps fonctionne et quels sont les aspects de notre corps qui font en sorte que notre corps va emmagasiner de la graisse et surtout autour de notre taille en premier parce que par le type d'alimentation qu'on va avoir choisi. Alors, dans la formule que je présente, il y a un aspect apprentissage. Il y a des choses qu'on a besoin d'apprendre, qu'on n'a pas appris à l'école, qui ne nous ont pas été enseignées dans notre famille. Et puis, au niveau de l'Internet, il y a tellement d'informations contradictoires qu'à un moment donné, on ne sait plus où se tourner. Alors, moi, je vous parle beaucoup, comme je vous ai dit, j'ai étudié avec des spécialistes, donc des docteurs en nutrition, des docteurs qui sont spécialisés, qui traitent des gens à travers différents outils et qui font vraiment des études cliniques, donc ne sont pas biaisés par les compagnies agroalimentaires qui veulent faire des études et qui veulent qu'un tel résultat ressorte parce qu'ils veulent continuer à vendre leurs produits. Donc ça, on a besoin de comprendre, de différencier les différentes études puis les différents
les différentes informations qui peuvent être véhiculées. Alors, en comprenant la base de l'alimentation et la base du fonctionnement du corps, surtout au niveau hormonal, parce qu'en fait, le corps choisit d'emmagasiner de la graisse, il y a une raison et c'est principalement au niveau hormonal, la problématique est hormonale. Alors, on a besoin d'en prendre conscience et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors ici, on en fait un sens, donc on comprend qu'est-ce qui se passe. Et au niveau des patterns inconscients puis des comportements alimentaires, des habitudes alimentaires, on apprend à les reconditionner à travers les techniques de la PNL, à travers des audios, à travers des suggestions, à travers la visualisation, donc à travers toutes les fonctionnalités naturelles du cerveau. Donc, notre cerveau fonctionne de cette façon-là. Notre cerveau, naturellement, il fait des associations sans qu'on en soit conscient. Notre cerveau fait des ancrages. Notre cerveau, c'est-à-dire qu'un ancrage, c'est que je vais avoir un ancrage par rapport au sucre, par exemple, une dépendance. On appelle ça une dépendance, mais derrière la dépendance, il y a un ancrage. Notre cerveau fait, comme je vous ai dit, il fait des équations. Donc, ça égale ça. Si je mange tel aliment, je vais engraisser. Donc, ça n'est une association. Alors, on a besoin de prendre conscience aussi de tous les ancrages qu'on a et de toutes les associations qu'on a dans notre cerveau inconscient qui font en sorte qui nous font agir d'une certaine façon avec la nourriture. Donc, on appelle ça la relation. Notre relation qu'on a avec la nourriture, elle est ancrée au plus profond de notre inconscient. Et de la façon dont on travaille, bien, je travaille avec une stratégie à 7 étapes. Donc, la première étape de la stratégie, il faut toujours prendre conscience. Lorsqu'on veut changer, on veut faire des changements positifs et des changements durables dans notre vie, on a toujours besoin de prendre conscience de comment ça se passe pour nous. Ensuite, il y a des stratégies de remplacement. Alors, plusieurs stratégies PNL, phrase clé, ça en est une autre stratégie, des stratégies de la PNL. Bien sûr qu'on va travailler sur l'activité physique, pas autant au niveau qu'on a besoin d'aller faire de l'exercice pendant 1 heure de temps au gym, mais je vous amène une autre perception de bouger pour défaire l'association que faire de l'exercice, c'est pénible. Alors, on a vraiment besoin de prendre conscience que notre corps a besoin de bouger pour dépenser de l'énergie, entre autres, mais au-delà de ça, on a besoin de bouger pour faire circuler notre énergie, qui c'est surtout nos émotions. Et c'est surtout à ce niveau-là qu'on va travailler. L'appréciation qui vient défaire le pattern destructeur de la performance et le recadrage, qui est une autre technique PNL, pour bien ancrer une nouvelle perspective, la nouvelle perspective qu'on vient de faire. Donc, ça, c'est la stratégie. C'est en fait, je dirais, la formule que j'utilise dans tous mes coachings, dans presque tous les aspects, mais principalement au niveau de développer des habitudes saines et sereines, une paix d'esprit. C'est surtout ça qui est important. C'est lorsque manger, en fait, là, lorsque je pense à la nourriture, c'est tout simplement devenu c'est plus une difficulté, c'est plus un défi, c'est plus une frustration. C'est vraiment je suis en harmonie avec la nourriture, je suis en harmonie avec mes choix, je suis en harmonie avec ce qui se passe autour de moi, que les gens me suivent ou pas. Je n'ai pas d'influence négative par rapport à ça. Je suis en paix avec les choix que je fais. Et puis, tous les patterns d'auto-sabotage et de retour à la case départ, eh bien, sont tout simplement interrompus et sont remplacés par des comportements. Parce que c'est ça qui est important, c'est qu'on ne veut pas juste cesser un comportement, parce qu'en fait, juste cesser un comportement, le corps va le sentir, le corps et le cerveau le sentent comme il manque quelque chose. Alors, on veut vraiment le remplacer. C'est ça qui est important. On remplace par autre chose que la nourriture. Alors, au début, c'est souvent des choses que vous allez voir que, ben oui, ça fait du sens, mais c'est juste parce qu'on n'en a pas pris conscience et on n'en a pas développé une routine. Okay? Ça ne fait pas partie de notre mode de vie. C'est la raison pour laquelle, dans la formule que je présente, ce n'est pas une diète, ce n'est pas un régime, on ne compte pas les calories. C'est vraiment un mode de vie basé sur l'apprentissage, la compréhension et le reconditionnement. Donc, la méthode PKC, c'est un processus à 7 étapes qui vous permet d'interrompre
des associations néfastes en lien avec la nourriture pour les remplacer par des conditionnements qui soutiennent votre objectif minceur, votre objectif santé. Donc, c'est la raison pour laquelle on voit des résultats qui se font sentir dès les premières semaines et qui sont durables. C'est surtout ça qui est important. Donc, s'il n'y a plus de jouage de yo-yo, c'est parce que ce n'est pas une diète. Il y a vraiment des changements au niveau neurologique qui se créent en lien avec la nourriture. De 5 astuces. Vous allez vraiment partir aujourd'hui avec 5 astuces pour prendre votre santé en main. Puis je vais mettre l'emphase sur la santé, c'est ma nouvelle tangente. Je sais très bien que le défi de toutes les femmes, c'est la perte de poids, je le sais, je le comprends. J'étais là moi aussi. Mais en fait, au-delà de la perte de poids, la santé, elle prime. Parce que, en fait, le poids, comme vous allez apprendre encore plus en détail aujourd'hui, c'est un résultat de ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, le processus de se sentir bien, c'est celui qui prime pour avoir la motivation, la discipline, parce que ça prend ça. Hein. Souvent, les gens vont dire, j'ai pas de motivation, j'ai pas de discipline, on dirait qu'il me manque quelque chose, j'ai pas de la constance. Bien, ça prend ça à l'intérieur, ça prend cette motivation interne à l'intérieur de nous. Et quand on se concentre sur qu'est-ce qu'on peut contrôler, parce que le poids, on peut pas toujours le contrôler. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Mais quand on se concentre là-dessus, bien, ça va beaucoup mieux. Le processus va beaucoup mieux. Et j'ai dit ça après 50 ans, bien absolument. La majorité des gens qui me suivent ont tous 50 ans et plus. J'ai 55 ans moi-même. Alors, c'est absolument possible. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir de moi? Je suis infirmière de formation. Donc, j'ai vraiment fait mes études en sciences infirmières. J'ai travaillé comme infirmière dans l'armée. Et puis, les circonstances de la vie ont fait en sorte que j'ai suivi mon mari en entrepreneuriat. Alors, j'ai été entrepreneur pendant 26 ans. Maintenant, à travers mon entrepreneuriat, je suis devenue coach parce que j'aimais aider les gens. J'ai toujours aimé aider les gens et je trouvais qu'en tant que leader, j'avais besoin d'outils tangibles pour aider les gens de différentes façons. Maintenant, au niveau de la gestion de poids, ça a été ma préoccupation pendant des années, en fait, de l'adolescence jusqu'à la mi-trentaine. J'ai fait toutes les diètes qui existent sur le marché, je les connais tous. Les calories, je les ai tout comptées. Vous pouvez me donner n'importe quel aliment, je vais vous dire exactement combien il y a de calories dedans. J'ai fait les pilules amaigrissantes, donc tout ce qui sortait, hein, tout ce qui sortait dans les magazines et tout ça, là, les pilules qui coupent la faim, tout ça, les crèmes amaigrissantes, j'ai tout fait ça. J'étais à la recherche d'un produit miracle, ou en fait d'une formule miracle. Et tout ça, ça a développé en moi un trouble alimentaire. Alors, je passais de 50 livres plus haut que mon poids santé, puis je pouvais aller après ça de 10 à 12 livres en bas de mon poids santé. Alors, j'ai joué à ce yo-yo pendant longtemps, jusqu'au moment où est-ce que je vais demander à tout le monde de se mettre sur mute, parce que là, je vous vois. Jusqu'au moment où est-ce qu'il y a toujours un déclencheur dans notre vie. Des fois, c'est la maladie qui est un déclencheur qui va allumer une lumière dans notre tête puis va dire OK, ou c'est notre médecin qui nous dit ben là, il va falloir que tu prennes soin de toi. Moi, ça a été ma fille. Ma fille était toute petite, tout jeune à ce moment-là, et j'étais dans une de mes périodes de boulimie-anorexie, et en fait, une dans mes périodes de boulimie où je venais de me gaver, et puis je m'en allais à la chambre de bain et j'ai croisé les yeux de ma fille. Et ben, oui, elle pouvait parler, mais elle ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait, parce que je ne savais pas trop quoi dire, mais j'ai compris dans ses yeux qu'il y avait quelque chose, il y avait un gros point d'interrogation. Et pour moi, là, ça a été extrêmement, ça a été révélateur, ça a été un déclencheur. Je me suis dit, mon Dieu Seigneur, elle doit se demander qu'est-ce que je suis en train de faire, hein, qu'est-ce que maman est en train de faire là. Et comme vous savez, en tant que femme,
le corps, l'image corporelle, la gestion de poids, je pense que de génération à génération, il y a toujours eu ça, hein, ça a toujours existé. Et ce que je me suis dit, c'est que je ne peux pas lui transmettre ça. Je ne peux pas lui transmettre ma problématique, ça ne se peut pas. Je ne peux pas faire ça. Il faut que je trouve une solution, absolument. Et c'est à ce moment-là, ça a été mon déclencheur. J'ai été en quête de trouver qu'est-ce qui pourrait m'aider autre que les diètes puis tout ce que j'avais fait dans le passé. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressée davantage à l'être humain, au comportement humain et surtout au mental. Parce qu'en fait, je me disais, c'est à travers le mental qu'on peut s'aider davantage, qu'on peut se contrôler davantage. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai été en quête de formation. Alors, j'ai fait toutes sortes de formations, PNL, neurosciences, j'ai fait de la psychologie, j'ai fait la nutrition. Comme je vous ai dit, je suis une éternelle étudiante. J'ai toujours étudié, j'ai toujours continué à étudier. Et je me suis dit, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais étudier parce que je peux, mon entreprise me permettait de le faire, me donnait les ressources financières et même le temps. J'avais le temps aussi de le faire. Alors, je me suis dit que c'est ce que je vais faire. Je vais continuer à étudier, puis à comprendre, puis à présenter ça de façon le plus facile possible, le plus simple, le plus tangible possible. C'est comme ça que je vais aider les femmes. Alors, c'est ce que je fais principalement. J'aide les femmes dans tous les aspects. Donc, oui, la gestion de poids, c'est une façon, mais en fait, j'ai élargi ça à la santé à tous ses côtés, la santé émotionnelle, la santé relationnelle, parce qu'en tant qu'être humain, les gens me posent souvent la question, es-tu une coach de vie, une coach professionnelle? En fait, en tant qu'être humain, on est tout en même temps. Alors, on ne peut pas juste aider une personne dans un aspect de sa vie. Tout est relié. Alors voilà, c'est qui je suis. Et puis, comme plusieurs d'entre vous, vous savez que j'ai expérimenté en septembre dernier un jeûne thérapeutique de 21 jours. Alors, la raison pour laquelle j'ai été là, c'est parce que c'était pour moi une façon d'apprendre, parce que je savais que je pouvais poser des questions puis que je pouvais être vraiment à travers tout un environnement clinique. C'est vraiment une clinique spécialisée. Ça fait cette clinique-là en Espagne, ça fait 30 ans qu'elle existe, mais en tant qu'étude clinique, c'est plus de 100 ans. Parce qu'en fait, c'est le docteur Otto qui a débuté ça au moment où est-ce que lui-même, il s'est guéri d'une arthrite rhumatoïde. On parle là, de 1920. Alors, c'est un médecin, il est décédé aujourd'hui, c'était un médecin, il était médecin militaire, et puis sa problématique l'a vraiment rendu invalide complètement. Alors, il était vraiment plus capable d'exercer sa profession et il a fallu qu'il laisse tomber l'armée aussi. Et puis, à travers ses collègues, ses confrères, parce qu'en fait, le jeûne, ça fait des années que ça existe, ça a toujours existé. Notre corps, il est fait pour jeûner, mais c'est pas dans la médecine traditionnelle, c'est pas très populaire, on va dire ça comme ça, parce que ça coûte rien. Puis, c'est controversé. Alors, il y a toutes sortes de croyances puis de peurs par rapport à ça. Mais lui, c'était un médecin avant-gardiste et puis il a décidé de plonger dans cette expérimentation-là. Et puis, au bout de 19 jours, il s'est complètement guéri. Donc, il a pu reprendre ses activités en médecine. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il a ouvert une première clinique en Allemagne. Puis après ça, sa famille a pris la relève. Et puis aujourd'hui, il y a des gens partout dans le monde qui se présentent pour différentes raisons. Alors, j'ai vu des gens dans la trentaine, il y avait des gens jusqu'à 79 ans, 80 ans. Il y avait un couple, justement, qui me suivait, qui faisait de l'exercice. Ils ont fait le 21 jours, eux autres aussi. Il y avait des gens, perte de poids, c'était une des problématiques majeures pour lesquelles les gens allaient là. Mais en fait, il y avait des gens qui avaient toutes sortes de problématiques, donc que ce soit l'arthrite, le diabète de type 2, les inflammations, peu importe. Et puis, on était très, très, très bien suivis. On avait un test sanguin au début, un test sanguin à la fin. Moi, j'ai fait le test sanguin complet parce que je voulais vraiment avoir toutes mes hormones. Je voulais voir vraiment comment tous mes systèmes fonctionnaient. Puis, je me suis dit, c'était de cette façon-là que je pouvais avoir l'expérience clinique.
Alors, ça donne énormément de conviction. Ben, je vous dis souvent, pour celles qui me connaissent, je vous dis souvent que oui, vous entendez ce que je vous dis, mais allez au-delà de croire ce que je vous dis, expérimentez-le, parce que c'est la seule façon que vous allez devenir convaincu, c'est la seule façon que vous allez développer la motivation interne. Puis la motivation interne, elle est très, très, très importante si on veut garder le cap, justement, de notre cheminement. OK, alors, je vais juste emmener, mettons, à mettre tout le monde. Maintenant, une des problématiques que j'ai trouvées quand je me suis mis à prendre conscience, il y a beaucoup de choses que j'ai pris conscience. La première chose, c'est qu'on peut très bien fonctionner sans nourriture, très bien. On peut très bien aussi renverser, parce que j'ai parlé à plusieurs personnes. Moi, j'ai vu l'amélioration, malgré que j'étais quand même assez... oui, je suis en bonne santé. La majorité de mes paramètres disaient que j'étais en bonne santé, mais j'ai vu par après, au deuxième test sanguin, toutes mes fonctions s'étaient améliorées. Et en parlant à plusieurs personnes, la majorité des gens étaient satisfaites de leur processus, puis avaient amélioré leur fonction également. Donc, oui, c'est une possibilité. Définitivement, quand on prend notre santé en main, on peut améliorer notre santé définitivement. On peut même renverser. Je ne vais pas utiliser, j'utilise des fois le mot guérir, mais c'est il faut faire attention à ce qu'on dit. Je vais dire renverser des problématiques. Donc, que ce soit des problématiques inflammatoires, que ce soit le diabète de type 2, que ce soit des problématiques au niveau de l'intestin, que ce soit l'inflammation en général, que ce soit de fortifier le système inflammatoire. Alors, on peut absolument. Maintenant, c'est important de comprendre. C'est ça le défi, c'est que nous sommes le pilote de notre véhicule. Hein, notre corps, c'est notre véhicule. C'est notre véhicule de vie, c'est lui qui nous permet de vivre. Parce qu'en fait, on respire, on est capable de bouger, puis on est capable de parler. Aujourd'hui, c'est grâce à ce véhicule-là. Parce qu'on enlève ce véhicule-là, puis on n'est pas très vivant. Mais malheureusement, notre véhicule, on ignore comment il fonctionne. Puis il est quand même assez complexe. Hein. Vous avez déjà été en avion et puis vous avez sûrement vu que dans la cabine de pilotage, ça a l'air assez complexe, n'est-ce pas? Hein, il y a plein de pitons, puis quand on commence à regarder ça, on se dit « Oh mon Dieu Seigneur, Dieu merci que les pilotes, ils savent ce qu'ils font. » Fait que nous, en tant que passagers, on va s'asseoir, on est très relax, on peut prendre un verre de vin, puis juste se relaxer, puis se dire « Ben regarde, on a confiance, absolument confiance qu'on va se rendre à destination. » Mais maintenant, la problématique, c'est que notre corps, c'est nous le pilote. Et puis, si on ne sait pas comment il fonctionne, ben c'est un peu comme si on pilotait les yeux bandés, tout simplement. C'est que c'est sûr et certain qu'on ne peut pas se rendre à la même place, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir autant confiance qu'on va se rendre à destination. Puis la destination de bien des gens, ben c'est on veut perdre du poids ou on veut retrouver notre poids santé ou on veut retrouver notre vitalité, de l'énergie lorsqu'on se lève le matin. On veut rester jeune longtemps. On veut être capable de courir avec nos petits-enfants. On veut être capable de faire plein de choses, de s'adonner à nos activités. On veut avoir une paix d'esprit. On veut se sentir bien longtemps. Hein? Qui veut être malade? Il n'y a pas personne qui veut être malade. Mais à quelque part, c'est important de comprendre comment notre corps fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir tout ça. On va voir ce que les médecins, je vais vous partager qu'est-ce que les médecins proposent en fait comme un mode de vie. On va voir les raisons pour lesquelles notre corps prend du poids. On va voir qu'est-ce qui nous rend malade. Mais en fait, ça a toujours été ma façon de faire, c'est que j'aime partager des astuces qui sont tangibles, que vous allez pouvoir utiliser, qui va faire en sorte que vous allez devenir des bons pilotes de votre véhicule.
calcul. Donc, des choses que vous pouvez vraiment mettre en application dès aujourd'hui. Maintenant, comme je vous dis, on est responsable. On a une certaine responsabilité. C'est important de prendre ça. Hein, c'est important de prendre conscience que si je ne prends pas cette responsabilité-là, il n'y a pas personne qui va le faire à ma place. C'est comme je vous disais, lorsque j'étais à la recherche d'une formule miracle, bien, je ne l'ai jamais trouvée, cette formule miracle-là. Puis je pense que c'est un peu la même chose pour plusieurs d'entre vous. Peut-être que vous êtes encore en train de chercher. Souvent, j'ai ça comme message quand je fais des lancements comme je fais aujourd'hui. Ben OK, c'est quoi que tu as encore? Quelle formule miracle que tu vas présenter? J'en présente pas de formule miracle. Je vais vous présenter une méthode. C'est une méthode qui fonctionne tant aussi longtemps que vous vous engagez, que vous mettez en application les fonctions, comment notre cerveau fonctionne, puis comment notre corps fonctionne. Donc, la compréhension, la prise de conscience, elle est extrêmement, extrêmement importante. Alors, une des choses que j'ai posées comme question aux médecins, parce qu'en fait, là-bas, j'avais la possibilité en fait, d'assister à toutes sortes de conférences. Puis il y a une des conférences où est-ce que j'étais la seule. Fait que j'avais le médecin pour moi tout seul. Fait que je me suis assise avec lui, puis j'ai eu une conversation vraiment honnête, vraiment authentique. Puis je lui ai demandé, dites-moi, aujourd'hui, là, dans notre société, c'est quoi la problématique principale? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a de défis? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens viennent ici à la clinique? Quelle sorte de gens que vous voyez? Et puis, il m'a dit, ben Nancy, c'est simple, OK? Principalement, là, c'est qu'on mange trop, puis on ne bouge pas assez. Quand on se met à regarder ça, comment c'est simple, vous allez être les premiers à me dire, ben voyons, c'est trop simple, puis oui, on sait tout ça. Mais en fait, la suralimentation, c'est quelque chose qu'on doit prendre conscience parce que c'est quelque chose que, inconsciemment, on ne peut pas contrôler. Aujourd'hui, dans notre société, on vit dans une société d'abondance. Les occasions pour manger sont présentes. C'est des occasions. Manger, c'est social. Hein, on va manger socialement. On est invité à quelque part, ben, on va faire de la nourriture. On va préparer de la nourriture. On va préparer de la nourriture en abondance. On va avoir tellement peur d'en manquer. On va chez quelqu'un, c'est la même chose. On rencontre une personne nouvelle ou ça nous tente de se rencontrer. On va aller au restaurant. On fête quelqu'un. Justement, on fête mon gendre aujourd'hui. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va le faire autour d'un repas. On va le faire autour d'une bouteille de vin. Il va avoir de l'alcool. Il va avoir un dessert. Ça fait partie de qui nous sommes en tant que société. Alors, ça serait de se leurrer, de dire que bien, je vais tout mettre ça de côté, puis je vais m'empêcher de vivre, puis je vais me sentir coupable si je mange des aliments interdits. C'est vraiment, on n'est plus là aujourd'hui, OK? On est ailleurs. On a besoin de prendre conscience de qu'est-ce qu'on peut mettre en application, comment je peux travailler d'autres choses que la privation, la culpabilité, puis essayer de voir c'est quoi les aliments qui vont me faire engraisser, puis c'est quoi les aliments qui sont bons pour moi. Aujourd'hui, on est tout mêlé dans ça. On ne sait plus qui écouter. Mais après ma part, ce qu'on a besoin de prendre conscience, c'est qu'on en donne trop à notre corps, puis notre dépense énergétique, elle n'est pas là. Puis ça fait du sens parce qu'aujourd'hui, on n'est pas comme en 1940 où est-ce qu'on travaillait fort, on avait besoin de se lever le matin, puis tout était manuel. Même nos grands-parents faisaient la nourriture. Je veux dire, juste cuisiner. J'ai cuisiné hier pendant toute la journée. C'est quelque chose de cuisiner pendant toute la journée, puis de faire manger une dizaine, une quinzaine d'enfants. On n'a plus ça aujourd'hui. On a 1, 2 enfants, on est rendu tout seul. Pour certaines personnes, on est rendu tout seul. Alors, on travaille derrière un bureau. Juste aller marcher ou juste faire quelques minutes d'activité, ça devient tout quelque chose qui nous demande énormément d'énergie. Alors, c'est une réalité on a absolument besoin de prendre en compte.
Puis d'autant plus que cette réalité-là a fait en sorte qu'elle a développé des conséquences. Les conséquences qu'on a développées, c'est que ben, les aliments comme tels qui nous sont présentés ben, occasionnent des problématiques dans notre corps. Et ça fait en sorte que ça affecte notre cerveau au niveau de notre dopamine. Donc, le sucre, par exemple, bien, vous savez, le sucre affecte notre cerveau, fait en sorte que on mange du sucre, on sent qu'on a besoin d'en manger, de continuer d'en manger. Aussitôt qu'on commence à manger un biscuit, bien, c'est difficile. On va prendre un biscuit industriel. C'est difficile de s'arrêter de manger un deuxième puis un troisième biscuit. C'est la même chose pour un beurre de chocolat. On s'en va vers l'Halloween. Si vous achetez des bonbons, vous achetez du chocolat, c'est difficile de résister. Bien, c'est parce que c'est à cause de la composition de notre nourriture. Alors, ça aussi va faire en sorte que ça va faire en sorte qu'on va se tourner vers la nourriture. On va manger beaucoup plus qu'on en a besoin. Puis l'analogie que j'utilise, pourquoi c'est important d'en prendre conscience, c'est parce que c'est comme si on allait faire l'épicerie à tous les jours. Okay? Vous allez faire l'épicerie à tous les jours et vous remplissez votre panier à tous les jours. Bien, à un moment donné, vous allez, votre réfrigérateur, il va commencer à être plein. À un moment donné, vous allez devoir mettre des choses dans votre congélateur, n'est-ce pas? Mais en mettant des choses dans votre congélateur, bien, à un moment donné, vous allez probablement en avoir besoin d'un deuxième. Mais notre corps, c'est un peu la même chose. Notre réfrigérateur, c'est notre foie qui est quand même petit, qui est la première espace où est-ce que le trop-plein va se rendre dans notre foie. Nos muscles vont aussi accumuler le trop-plein de notre énergie, de qu'est-ce qu'on mange en surplus. Mais après ça, bien, ça s'en va dans ce que j'appelle le congélateur, nos tissus adipeux. Puis nos tissus adipeux, bien, eux autres, ils peuvent s'élargir. C'est comme les congélateurs, on peut en acheter un deuxième, un troisième, un quatrième. Bien, c'est la même chose pour nos tissus adipeux. Fait que c'est important de prendre conscience que si on n'est pas conscient de qu'est-ce qu'on met dans notre corps, dans ce véhicule, dans ce temple, bien, à quelque part, c'est normal qu'on en ait des conséquences. Alors, l'astuce, la première astuce, une des premières astuces que je donne dans Perdre tes kilos avec ton cerveau, si vous vous en souvenez, c'est d'utiliser la conscience, hein, c'est une des premiers aspects, d'utiliser des phrases clés, mais aussi la technique stop and think. Stop, ça veut dire qu'à quelque part, étant donné que 95% de nos comportements, donc le comportement de suralimentation avec tous les déclencheurs qui sont présents dans notre vie, que ce soit le marketing à la télévision, que ce soit la vue d'une tablée qui est pleine de nourriture, que ce soit votre garde-manger qui est plein, que ce soit votre réfrigérateur qui est plein de nourriture, que ça soit étalé sur la table, ou que ça soit tout simplement au niveau émotionnel, que vous avez envie de manger parce que vous avez envie de vous récompenser, parce que vous avez envie de réconfort, peu importe. À quelque part, ça nous prend notre conscience pour dire « stop, OK, j'arrête ça et je me mets à réfléchir ». Une des premières questions, des premières phrases clés que je donne à mes clientes, c'est « pourquoi que je suis en train de manger là? Qu'est-ce qui fait que je suis en train de manger une deuxième assiette? Qu'est-ce qui fait que je suis en train d'ouvrir le réfrigérateur présentement? Parce que je viens juste de manger, ça fait même pas 2 heures. Qu'est-ce qui fait que je sens le besoin de manger maintenant? Qu'est-ce qui fait en sorte que je dis oui à n'importe quoi? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la difficulté à dire non? Qu'est-ce qui fait que je viens juste de terminer mon souper, puis parce que je suis en train de regarder la télévision, puis pour une raison que j'ignore, je me lève puis je m'en vais au garde-manger? Donc, la première astuce, la première puissance que vous allez avoir pour contrer ce qui est là et qui va rester, c'est prendre conscience de qu'est-ce que je suis en train de faire. Et là, il y a souvent des gens qui me disent « Ouais, mais Nancy, c'est parce que je l'oublie. » OK, j'y pense pas. C'est le fun, tout ça, là, mais j'y pense pas de réfléchir. C'est comme si, oui, c'est mon 95% qui y va, qui y va, qui est avant même que je en prenne conscience que j'y pense. Bien, l'autre chose que vous pouvez utiliser comme astuce, c'est de commencer avec des post-it. Vous savez, des post-it, là, j'en ai plein. OK? Pour me souvenir,
j'ai commencé, moi, comment je me suis conditionnée, c'était avec des cartes. Vous savez, les cartes de couleur, là, eh bien, j'écrivais des phrases clés sur des cartes. C'est comme ça que j'ai commencé à me conditionner. Puis ces cartes-là, bien, je les avais à la portée de la main. Je n'avais pas de cellulaire à ce moment-là. Et donc, je les écrivais. Le fait d'écrire vous aide, donc d'écrire vos phrases clés. Quand on parle de phrases clés, bien, ça peut être, donc, à la fin de mon repas, j'en ai assez. Donc, pour contrer le fait d'aller s'en prendre une deuxième tablée ou de vouloir, parce qu'on voit encore les plats qui sont devant nous, ça me tente d'en prendre encore ou je ne veux pas gaspiller, par exemple. Donc, c'est une des pensées que j'ai, je ne veux pas gaspiller. Bien, une phrase clé, c'est mon corps, ce n'est pas une poubelle. Alors, plutôt que d'avoir la pensée, je ne veux pas gaspiller, ça fait que je vais le manger, bien non, mon corps, ce n'est pas une poubelle. Alors, plutôt, je vais le mettre dans dans un Tupperware, un plat, puis je vais le garder pour plus tard, ou je vais le donner à quelqu'un d'autre, ou je vais le mettre dans mon congélateur, peu importe. Mais des phrases clés à quelque part, vous avez besoin de les avoir à la portée de la main, puis d'en avoir une panoplie pour qu'à un moment donné, ça vous devienne naturel. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis aussi que les techniques PNL, les audios PNL que vous avez dans PKC, c'est une des façons qui vous permet de vous conditionner parce que c'est tout du narratif. Donc, c'est toutes des façons de vous parler que peut-être vous n'êtes pas habitué de vous parler de cette façon-là. Parce que la majorité du temps, on va se critiquer, on va dire « Ah ben non, qu'est-ce que je viens de faire encore là? Comment ça se fait que j'ai succombé à la tentation? J'avais toutes les bonnes intentions du monde, mais là, je suis arrivée au restaurant puis j'ai décidé de choisir des frites plutôt que de choisir de la salade. » Alors, toutes les raisons sont là pour, en fait, pour s'empêcher à se concentrer sur qu'est-ce qu'on veut maintenant. Donc, ça vous prend des stratégies mentales, absolument. Donc, ça en est une. Stop and think, on utilise la conscience, on utilise la phrase clé, utilisez toutes les façons pour vous en souvenir le plus possible, collez-les sur votre réfrigérateur, mettez-les sur votre téléphone, des post-it, des cartes, peu importe, utilisez, aidez-vous. Okay? Les gens, je sens des fois qu'il y a comme une gêne d'utiliser ces outils-là. Vous savez, quand on veut devenir une personne qui fait de la rénovation chez vous, là, la personne qui est bonne à faire de la rénovation, c'est parce qu'à quelque part, elle a une panoplie d'outils. Okay? Elle n'a pas juste un marteau, elle n'a pas juste un tournevis, elle a tout ce qu'elle a besoin pour faire une rénovation de façon efficace. C'est la même chose quand on fait du développement de soi. On a besoin d'avoir le plus d'outils possible. Alors, gênez-vous pas de mettre ces outils-là à la portée de votre main, puis dites-le aux gens de votre entourage. Oui, j'ai ça. Oui, j'ai des post-it partout. Oui, j'ai ça dans mon téléphone ou dans mes cartes ou sur le réfrigérateur. C'est parce que ça, on va s'en souvenir. Okay? C'est comme ça qu'on va se permettre de cheminer et de progresser avec plus de facilité. La deuxième astuce que j'ai j'ai expérimenté là-bas naturellement. Mais là, encore une fois, je veux vous mettre aux aguets pour les personnes qui n'ont jamais fait de jeûne, qui ne connaissent pas c'est quoi le jeûne. Je ne vous invite pas à faire un jeûne de 21 jours, absolument pas. Et de toute façon, je ne vous invite pas à faire un jeûne si vous n'êtes pas accompagné. Okay? C'est important de comprendre qu'est-ce que vous faites avant d'entamer quelque chose. Mais en fait, l'astuce numéro 2, puis c'est la raison pour laquelle là-bas, ils traitent avec cette astuce, c'est que le jeûne, c'est une période sans nourriture, puis c'est une période qui donne un répit à notre corps. Puis le jeûne, on le fait tous. Okay? On fait tous du jeûne durant la nuit, à moins que vous vous levez durant la nuit pour manger. Mais à partir d'une certaine heure durant la soirée, jusqu'au lendemain matin où vous prenez votre premier repas, bien, vous avez une période sans nourriture. Alors, pour certaines personnes, ça va être 8 heures. Certaines personnes, ça va être 10 heures, 12 heures. Ça n'a pas d'importance. Mais il y a une certaine personne où est-ce qu'il y a sans nourriture. Et cette période-là, quand on commence à l'allonger, qu'on commence à comprendre les bienfaits, qu'est-ce qui se passe à notre corps, eh bien, c'est incroyable. Et je dois vous dire que au début, les gens me posaient la question comment ça allait dans ton 21 jours, où je te trouve super bonne d'avoir fait ça. Est-ce que c'était pénible? Est-ce que c'était difficile?
même si j'étais habituée, parce que j'étais habituée de faire des jeûnes, c'était pas la première fois que je faisais des jeûnes prolongés. Je vous dirais que j'ai eu, parce qu'on a été purgé, là-bas, on se purgeait vraiment complètement. Alors, et j'avais fait des jeûnes avant, prolongés quand même avant, c'est que j'étais probablement en manque de vitamines et minéraux. Alors, ils ont dû me donner des suppléments de vitamines et minéraux parce que j'ai eu des malaises dans mon corps les 2 premiers jours. Mais je vous dirais que du jour 5 jusqu'au jour 15, parce que c'est le jour 15 que j'étais voir mon médecin pour la dernière fois, j'ai dit à 15e jour, là, dans cette période-là, là, on se sent tellement bien que je ne voulais plus recommencer à manger. Et j'avais dit ça à mon médecin, puis elle a dit oui. Elle a dit, je le comprends. Elle dit, on ressent tout ça. On a toutes ces sensations-là. C'est une sensation d'extase, principalement. C'est justement parce que les ressources du corps sont toutes utilisées pour plein d'autres choses, dont l'aspect cognitif. J'étais tellement concentrée, focusée, créative, et j'avais tellement d'énergie parce que justement, le corps, il est au repos. Je ne sais pas si vous savez, mais vous en prenez conscience, mais lorsqu'on mange, là, ça prend énormément d'énergie au corps pour digérer. En fait, là, quand on parle du métabolisme basal, vous avez déjà entendu parler de ça, là, de ce mot-là, 70% de toutes les fonctions de notre corps, en fait, de toute l'énergie qu'on mange, c'est pour les fonctions de notre corps. Ça veut dire que notre corps, là, il utilise énormément d'énergie à digérer à digérer les aliments, mais surtout les aliments transformés, puis les aliments pleins de toxines, puis les aliments pleins de sucre, puis pleins d'additifs et tout ça, là, ils travaillent très fort. Fait que quand ils ne travaillent pas pendant une longue période de temps, bien, toute l'énergie qui était attribuée à la digestion, bien, elle est attribuée à d'autres choses. Donc, c'est la raison pour laquelle on a énormément d'énergie. C'est que la fausse croyance là, de croire que tu n'auras pas d'énergie ou tu as besoin d'énergie, si tu veux avoir de l'énergie, tu as besoin de manger, c'est complètement faux, absolument faux. Et quelle est la différence entre le jeûne et le repos digestif? Le repos digestif, c'est quelque chose qu'ils proposent parce qu'en fait, la majorité de leur clientèle, ce n'est pas des gens comme moi qui étudient vraiment en profondeur qu'est-ce qui se passe dans le corps. C'est des gens qui souvent répètent, reviennent, jouent au yo-yo. Donc, ils vont répéter, ils vont retourner, surtout les gens qui restent tout près. Moi, ce n'est pas une place que je vais retourner parce que d'un, ça coûte extrêmement cher, puis la randonnée également. Mais les gens qui restent tout près, c'est des choses qu'ils font. Donc, ils voient ça comme une place de repos, puis ils ne font pas le 21 jours parce qu'on est capable de faire 5 jours ou 10 jours. Mais ce qu'ils proposent pour les gens qui retournent à la maison puis qui veulent tout simplement continuer les bienfaits, c'est de faire des repos digestifs à l'occasion. Un repos digestif, c'est qu'on va manger, mais qu'on va prendre un type d'aliment, majoritairement des légumes. Puis pourquoi des légumes? Parce que les légumes, c'est riche en fibres et les fibres, c'est un élément que notre corps a absolument besoin. Et c'est riche en vitamines et minéraux. Et c'est très facile pour le corps à métaboliser. Donc, et d'autant plus que des légumes, comme vous pouvez voir à l'image, c'est des aliments vivants. Et comme notre corps, c'est un organisme vivant, lorsqu'on mange du vivant, eh bien, ça l'aide énormément notre corps à bien fonctionner. Donc, on va prendre, il propose 1 à 2 journées par semaine, principalement lorsque vous avez eu des semaines où est-ce que vous avez mangé souvent au restaurant, ou est-ce que vous avez fait des écarts de vos habitudes alimentaires, ou est-ce que vous avez eu fête par-dessus fête, après les fêtes, par exemple. Bien, on va prendre 1 à 2 journées par semaine, puis on va tenter de se concentrer à manger que des légumes. Vous pouvez ajouter un peu de fruits. Ce n'est pas proposé de prendre juste des fruits parce que des fruits, il y a beaucoup de fructose. Puis le fructose, comme vous allez voir tantôt, ça a des effets au niveau de notre corps. Mais donc, si vous pouvez faire légumes et fruits, puis vous commencez par vos légumes en premier, avoir au moins un repas des légumes crus, donc en salade avec le plus diversifié possible. Et puis, autrement, ça peut être potage, ça peut être en jus, mais jus de légumes fait maison. Ça peut être sous forme de, comme je dis, potage, salade,
ça peut être stimé, ça peut être sauté, ça peut être cuit au four, peu importe. Mais cette journée-là, c'est juste des légumes. Alors, c'est ce qu'ils proposent comme repos digestif. Alors, pour les personnes qui ne prônent pas trop le jeûne ou c'est difficile pour vous de faire le jeûne, un repos digestif, c'est une autre astuce qui est extrêmement bénéfique pour le corps. Maintenant, une autre question que je lui ai posée, c'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est malade? Pourquoi on tombe malade? La réponse, c'est que c'est nos comportements alimentaires et d'autres, mais surtout notre mauvaise gestion du stress. Alors, pendant que j'étais là-bas, parce que j'étais sensiblement en santé, moi, j'avais demandé à mes clients, dites-moi quelles questions que vous voulez que je pose. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je leur demande? Puis, majoritairement, c'était tout le temps des questions par rapport à comment je peux renverser mon diabète de type 2 ou comment je peux améliorer ma santé ou comment j'ai telle problématique inflammatoire ou l'arthrite ou etc., etc. Et la majorité des fois où est-ce que je posais ces questions-là, me disait, définitivement le comportement alimentaire, donc la qualité des aliments, donc qu'est-ce que la personne mange, c'est quoi son style de vie, hein, comment, donc est-ce qu'il y a beaucoup de suralimentation, ça c'est un des aspects, mais surtout son niveau de stress, c'est ça qui crée des équilibres au niveau hormonal, au niveau systémique et au niveau métabolique. Et ça fait un jeu de domino. Parce que principalement, une des premières hormones qui va être élevée dans notre corps, c'est l'insuline. Parce qu'en première vue, au moment où est-ce qu'on va manger, on va manger en surplus, majoritairement, lorsqu'on mange en surplus, ce n'est pas des légumes. Parce que si vous mangez des légumes, c'est très peu. C'est rare hein, qu'on va sortir le gros plat de brocoli puis qu'on va se gaver de brocoli. À un moment donné, là, une fois qu'on en a mangé, là, la grosseur de notre poing, on en a assez. Mais quand on va se gaver, ça va être majoritairement des aliments transformés, des aliments hauts en indice glycémique, donc haut en sucre, qui va faire en sorte que notre glycémie va s'élever. Si notre glycémie s'élève, automatiquement, notre taux d'insuline s'élève. Et si notre taux d'insuline est élevé, bien, naturellement, ça va jouer sur notre prise de poids. Et à un moment donné, bien, il va y avoir de la résistance à l'insuline qui va se développer. La résistance à l'insuline, c'est encore quelque chose qu'on ne voit pas. À part de la prise de poids, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe dans notre corps, à moins que vous ayez, comme moi, été demandé une prise de sang très élaborée. Vous ne verrez pas qu'est-ce qui se passe au niveau de votre sucre. Mais à un moment donné, quand on a de la résistance à l'insuline, c'est le diabète de type 2 qui se passe. Et c'est quand on arrive à cette problématique-là, qui n'est pas trop tard, mais les troubles à l'intérieur de notre corps se sont aggravés. Quand on parle d'autres organes, donc ici, c'est surtout au niveau de l'insuline et du pancréas. Maintenant, il y a le foie aussi, parce que comme je vous ai dit, le foie, c'est notre réfrigérateur. Mais lorsque le foie a énormément de toxines, énormément de mauvais gras, énormément de sucre d'accumuler, eh bien, il va développer une stéatose hépatique, communément appelée le foie gras. Il va y avoir des toxines qui vont s'accumuler dans le foie, oui, mais un peu partout au niveau de notre système, aussi, surtout au niveau intestinal. Alors, qu'est-ce que ça va causer? Des inflammations. Pas juste des inflammations au niveau de nos intestins, mais de l'arthrite, par exemple. Okay? Donc, des inflammations à n'importe quelle autre partie de notre corps. Maladie de peau, principalement reliée à nos intestins. Donc, à l'inflammation au niveau de nos intestins, au niveau de le dysfonction, donc il appelle ça la dysbiose, donc un déséquilibre au niveau de nos bactéries, au niveau de nos intestins, vont causer maladie de peau. Le système immunitaire qui est accaparé et qui est tout près de nos intestins va faire en sorte que il va être utilisé pour contrer l'inflammation. Donc, pendant qu'il contre l'inflammation, il ne peut pas contrer les bactéries ou les virus. Donc, on va être plus sujet à attraper des grippes ou à attraper des virus.
haute tension artérielle, donc la tension artérielle qui va être aussi altérée par le type de nourriture qu'on va avoir. Donc, les aliments comme la charcuterie, par exemple, les aliments transformés qui ont énormément de sel, on va avoir tendance à ingérer beaucoup plus de sel que ce que notre corps a besoin. Donc, on va voir une haute tension artérielle. Encore une fois, ça va être au moment où est-ce qu'on va aller voir le médecin qui va peut-être prendre notre tension artérielle, puis c'est à ce moment-là qu'il va voir quelque chose, mais ça peut faire des années qu'on a cette problématique-là, puis qu'on l'ignore. C'est à ce moment. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, les gens ont des troubles cardiaques, mais ils disent, ben voyons donc, pourtant, je ne comprends pas. Je n'ai pas eu de symptômes auparavant. Le seul symptôme qu'on va voir vraiment, c'est la prise de poids. Mais tout ça peut se produire à l'intérieur de notre corps si on n'en prend pas conscience, si on n'est pas conscient de ce qui se passe. Alors, l'astuce à avoir, à se poser pour se motiver à changer nos habitudes, c'est de reconnaître qu'est-ce qui nous fait mal. C'est la question de base à se poser. Qu'est-ce qui me fait mal exactement dans mon corps? Si ça ne va pas bien, donc si j'ai des douleurs, si j'ai des malaises, si je dors mal, si j'ai commencé justement à avoir une prise de poids, j'ai de la difficulté à perdre mon poids. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la suralimentation? Est-ce que j'ai une dépendance à un aliment particulier? Est-ce que j'ai le stress qui est mal géré? Est-ce que est-ce que j'ai de la difficulté à dormir? Est-ce qu'il y a des situations passées qui font encore partie de ma vie, qui sont encore des stresseurs, qui font en sorte que je vais me tourner vers la nourriture pour contrer mon réconfort, pour avoir une récompense. Donc, reconnaître qu'est-ce qui me fait du mal. Et encore une fois, je reviens à la prise de responsabilité. Souvent, les gens vont me dire, ben oui, mais je ne comprends pas parce que moi, je mange très bien, je mange super bien, mais je ne comprends pas comment ça se fait. Je ne suis pas capable de perdre du poids ou je ne suis pas capable, on dirait que ça ne fonctionne pas pour moi. Puis quand je commence à poser des questions un petit peu plus en profondeur, ben c'est facile pour moi de voir que, ben dans le fond, bien manger, ça veut dire quoi pour toi? Puis, parle-moi de qu'est-ce que tu vis au quotidien. Parle-moi de ton travail, parle-moi de comment tu vis tes situations. J'avais une cliente, justement, qui me disait qu'elle était dans PKC Elite, donc on fait du coaching individuel, puis elle voulait me rencontrer assez rapidement parce qu'elle me disait ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. C'est comme si je revenais à la case départ. Puis j'ai juste posé quelques questions en rapport à qu'est-ce qui se passait présentement avec toi en ce moment. Parce que si ça fonctionne pendant un certain temps, c'est parce qu'à quelque part, tu l'as cette capacité à l'intérieur de toi. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne va pas bien présentement? Puis elle me contait comment elle était en train de vivre dans son travail. Son travail est quand même assez nouveau. Et puis, elle a beaucoup de stress au niveau de sa performance. Elle a des rendements à suivre à tous les jours. Et puis, quand elle commence sa journée, puis quand elle voit qu'elle ne réussira pas à atteindre son rendement, bien là, elle se met à stresser, elle se met à paniquer. C'est là qu'elle va se tourner vers la nourriture. Elle a besoin de gérer son stress d'une certaine façon. Ça se passe de façon inconsciente. Puis elle s'en va vers son garde-manger. Puis elle dit, cette fois-là, elle dit, c'est pas drôle, j'avais pas de sucre dans ma maison. Ça fait qu'elle dit, je me suis rendue au restaurant, puis je voulais avoir une tarte au sucre. C'est ça que je voulais avoir. Puis le restaurant, il n'y en avait même plus de tarte au sucre. Il l'avait vendue. Ça fait que là, elle se sentait encore plus hors contrôle. Elle voulait absolument avoir mangé du sucre. Bien, ça n'est un exemple, ça, comment. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas travaillé sur comment des stratégies pour contrer la dépendance au sucre. C'est qu'on a travaillé des stratégies. Elle m'a expliqué un petit peu qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle rentre dans ce style de stress et on a travaillé des stratégies de réorganisation, de priorisation, puis des stratégies mentales reliées à son travail pour tamiser son stress, pour qu'elle n'ait pas
cet automatisme que le cerveau lui envoie le message, bien là, tu as besoin de faire quelque chose parce que je suis plus capable de gérer ce stress-là. Parce que sachez que quand le cerveau, c'est trop pour le cerveau à gérer, il va demander au corps de faire quelque chose. Alors, à l'occasion, c'est un comportement. À d'autres occasions, c'est une envie qui est ancrée à l'intérieur de nous. Puis à d'autres occasions, c'est une maladie qui va être créée parce que le cerveau n'est plus capable de prendre le stress. Alors, vous posez la question sur qu'est-ce qui me fait mal et d'en prendre conscience. C'est la première partie qui va vous aider à votre processus, à cheminer vers votre processus. Maintenant, ce qui est important de prendre en considération, c'est qu'est-ce que votre corps a besoin. Parce que ça, c'est une des questions que j'ai régulièrement. Est-ce qu'il faut, c'est quoi le nombre de calories qu'il faut que je mange ou qu'est-ce qu'il faut que je mange ou est-ce que je mange assez, est-ce que je mange trop? Bien, principalement, la principale réponse à cela, c'est que votre corps a besoin de nutriments essentiels, pas de calories. Et les calories ne s'équivalent pas tous. Je sais que ça a fait partie de notre croyance et j'ai cru ça pendant longtemps. Compter les calories, je l'ai fait pendant longtemps et juste me baser sur combien de calories que j'ai pris aujourd'hui, c'était ça qui était ma principale préoccupation. Aujourd'hui, la préoccupation que je vous invite à avoir, c'est qu'est-ce que j'ai mis dans mon assiette? Et voici qu'est-ce que vous avez besoin dans votre assiette. La moitié de votre assiette, donc que vous ayez 1, 2 ou 3 repas, ou que même que vous ayez des collations, qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre assiette? C'est majoritairement des vitamines et minéraux qui sont principalement constitués de légumes, de fibres. Votre corps a absolument besoin de ça. Et je sais que pour bien des gens, c'est la dernière chose. Il y a beaucoup de gens qui disent « je ne suis pas capable de manger des légumes, je n'ai pas été habituée de manger des légumes, c'est pas bon des légumes ». C'est l'élément essentiel. Et je vous dirais qu'à la clinique Buchinger, tout est fait à base de légumes. Les soupes sont faites à base de légumes, les sauces sont faites à base de légumes, les sauces à salade sont faites à base de légumes, les sauces pour apprêter le poisson et apprêter n'importe quelle protéine sont faites à base de légumes organiques, c'est encore plus vivant. Alors, le premier élément de base. Et lorsqu'on apprend à apprêter les légumes, on apprend à aimer à manger cet aliment qui est essentiel pour notre corps. Deuxième aliment que notre corps a absolument besoin, c'est des protéines parce que le corps ne peut pas fabriquer des acides aminés. Dans les protéines, il y a des acides aminés. Et notre corps n'a pas la possibilité de le fabriquer. Donc, on a besoin de l'avoir à travers la nourriture. Et le troisième élément, c'est des bons lipides parce qu'à travers les lipides, on reçoit des bons acides gras. Et c'est ici la problématique parce qu'en fait, au niveau des lipides, au niveau des gras, on a appris qu'il fallait en rester loin parce que c'était ça qui causait les problématiques cardiaques. Mais en fait, il y a une étude qui a été développée par rapport à ça, mais cette étude-là, elle a été biaisée. Et souvent, les études sont biaisées par rapport à qui finance les scientifiques et puis qu'est-ce qu'ils veulent sortir comme résultat. Donc, c'est la raison aujourd'hui pour laquelle on a les méga-études et on a des cliniques comme la clinique que j'ai été qui font des études cliniques. Donc, ils font des études pas juste sur les animaux, puis en général, pendant une vingtaine d'années, qu'est-ce que ça donne chez les gens, mais vraiment des études basées sur les gens qui viennent chez eux. Ils ont un protocole, ils font suivre un protocole, puis après ça, bien, ils regardent quels sont les bénéfices que les gens peuvent avoir. Et au niveau des lipides, ce qui est important de prendre en compte, c'est que la majorité des produits transformés ont une combinaison qui n'efface pas. Et c'est la combinaison sucre et mauvais gras. Les mauvais gras, c'est toutes les huiles végétales, les huiles pas chères,
que les restaurants vont utiliser et que les produits, que les compagnies agroalimentaires vont utiliser dans leurs produits. Parce que naturellement, quand vous voyez une pâtisserie à 2 ou vous voyez une boîte de céréales à 2 bien, pour vendre ça à 2 il ne faut pas qu'il ait pris des produits qui sont dispendieux. Il faut qu'il ait pris des produits qui ne sont pas dispendieux. Donc, ils sont capables de fabriquer. Donc, souvent, même, les huiles sont fabriquées, sont tellement fabriquées puis raffinées que sont dénudés de nutriments. Alors, les aliments transformés, ils n'en ont pas de bons gras, ils n'en ont pas d'acides aminés puis de vitamines et minéraux. Ils sont dénudés de ces produits. Alors, c'est la première préoccupation à avoir. Qu'est-ce que j'ai besoin? Et si on se pose cette question-là à tous les repas qu'on a, donc, mes vitamines, quels sont les aliments qui me donnent des vrais vitamines et minéraux? Quels sont les aliments qui me donnent des protéines? On parle du corps de l'assiette. Et quels sont les aliments qui me donnent mes acides gras? Si on se pose cette question-là et on se concentre là-dessus, eh bien, vous allez pouvoir vous assurer que vous avez les bons aliments. C'est ça, bien manger, manger santé, manger des aliments que notre corps a besoin. Et quand les gens me demandent, ben, est-ce que cet aliment-là est bon pour moi ou pas? Ben, la première chose que je leur dis, ben, regardez, apprenez à lire les étiquettes. Les étiquettes vont vous donner énormément d'informations. Quand vous avez des listes d'ingrédients là, qui sont longues comme ça, là, ben, restez loin de ça. Quand c'est des mots que vous n'êtes pas capable de prononcer, restez loin de ça. Parce qu'en fait, l'astuce maintenant à se poser comme question pour savoir est-ce que je mange bien, ben, c'est quels sont les aliments qui me font du mal. Des aliments qui provoquent des pics et des chutes glycémiques. Vous savez, même si vous êtes en santé, même si vous n'êtes pas en diabète de type 2, et là, je suis en train de le faire avec mon conjoint, parce qu'une belle chose qui est arrivée après mon séjour, parce que je vous l'ai dit, pour les personnes qui me suivent, ça fait longtemps, je vous ai dit que dans ma famille, j'étais une des seules personnes qui faisait du jeûne à prolonger, puis qui suivait mon style de diète, si vous voulez, de manger 80% du temps des aliments non transformés, des vrais aliments. Puis que j'étais correcte avec ça, je respectais toutes les gens de ma famille. Bien, imaginez-vous quand je suis revenue de mon séjour, mon conjoint qui, je vous avais dit, a le diabète de type 2, hypertension, hypercholestérol et tout ça, a décidé de prendre sa santé en main, puis a décidé vraiment de regarder, comprendre lui aussi comment les aliments provoquaient des mal-être à l'intérieur de son corps, puis faisait en sorte qu'il y avait encore plus de problématiques. Et puis, toutes les deux, donc lui, il est capable de contrôler sa glycémie à travers un appareil qu'on a. On met ça sur notre bras, c'est comme un genre de petite puce qu'on met sur notre bras. Et puis, à travers une application, on est capable de savoir notre sucre, on est capable de voir nos pics glycémiques. Et j'avais appris là-bas à la clinique comment il y avait des aliments, puis la façon dont on mangeait certains aliments nous causait des pics glycémiques, même si on était en bonne santé. Ça fait que je suis en train de l'expérimenter en même temps que lui. La différence, c'est que oui, il y a certains aliments qui vont donner des pics glycémiques, et quand ça donne un pic glycémique, ça veut dire que ça donne un pic, ça va donner une chute, il va avoir une hausse d'insuline également. Et il y a un processus qu'on peut utiliser, donc des petits trucs et astuces qu'on peut utiliser pour diminuer, pour lisser ce pic glycémique. Donc, plutôt que d'avoir vraiment un pic puis un chute, ça veut dire, supposons qu'on on va manger du chocolat tout seul comme ça là, entre les repas, parce que c'est un aliment qui a énormément de glucides, ça va nous donner un pic glycémique. Si on enrobe, si on mange notre barre de chocolat et on va avoir mangé des fibres avant, notre pic glycémique va être moins, je dirais, élevé, et ce qui va faire en sorte que ça va lisser on va lisser notre glycémie, il va y avoir moins d'insuline qui va être libérée. Et ça, on est en train de le voir présentement. Et lui le voit avec sa problématique, puis moi, je le vois en étant non diabétique. Mais on est capable de voir toutes les deux qu'est-ce que ça fait. Alors,
la question à vous poser, vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est pas ça que je vous invite à faire, mais de prendre conscience de qu'est-ce qui, dans mon style alimentaire, dans ma façon de m'alimenter, qu'est-ce qui fait en sorte que ça me donne une hausse d'insuline? Parce que plus que je vais manger en fonction de hausser mon insuline, bien, plus que je risque d'avoir de l'inflammation, plus que je risque d'avoir une prise de poids, plus que je risque d'avoir des produits transformés, va m'amener un amas de toxines, va m'amener de l'inflammation, va m'amener un déséquilibre au niveau de mes hormones, un déséquilibre au niveau de mes bactéries, au niveau de mon intestin. Certains produits, comme des charcuteries à profusion, des produits transformés à profusion, vont m'amener une hausse de tension artérielle qui, éventuellement, va m'amener une rétention d'eau. Donc, reconnaître quels sont les aliments qui me font du mal. Vous savez, une des motivations internes qu'on a à l'intérieur de notre cerveau, c'est que le cerveau va nous envoyer les messages automatiques pour répéter qu'est-ce qui est plaisant. Donc, il va nous faire répéter de choisir des aliments qui sont plaisants, donc qui sont le fun, donc des aliments sucrés, des aliments qui sont bons au goût, mais il va aussi nous faire éviter qu'est-ce qui est pénible. Donc, lorsque on prend conscience de qu'est-ce qui est pénible pour moi, donc qu'est-ce qui fait en sorte que... Donc, c'est la raison, lorsque mon conjoint prend conscience de qu'est-ce qui est pénible pour lui, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des hausses glycémiques, et qu'est-ce qui l'amène à moins bien dormir durant la nuit? Parce que quand il y a des hausses durant la nuit, parce que quand tu as mal mangé, ça fait en sorte qu'il y a de la difficulté à dormir durant la nuit. Donc, quand il se pose la question, qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui me fait du mal? Ça le motive beaucoup plus le lendemain à mieux manger. Parce que c'est tangible, c'est quelque chose qu'on est capable de voir. Puis, souvenez-vous que oui, le cerveau va vous envoyer des messages de vous tourner vers des aliments qui sont bons au goût, mais oui, aussi, le cerveau va vous envoyer des messages pour vous dire que, hey, tel aliment ou telle façon de manger ou tel choix, ça t'a donné telle problématique. Okay? De la difficulté à dormir, ta tension artérielle est de plus en plus élevée, tu as de l'inflammation, tu as de la rétention d'eau. Oui, on a la fameuse pesée qui va venir, qui est une motivation, je dirais une motivation plutôt négative, je vous en parle dans quelques minutes, mais en fait, prendre conscience de qu'est-ce qui me fait du mal va vous donner votre motivation interne à poursuivre votre chemin. Et ça m'amène à vous parler justement de la fameuse pesée. Ce que j'ai expérimenté là-bas, c'est qu'ils nous pesaient tous les jours. Alors, ils prenaient notre température, notre tension artérielle, et puis moi, je prenais mon état cétonique. Alors, ça me faisait voir que même si parce qu'ils nous faisaient manger un peu. Donc, on avait des bouillons et puis même le matin, ils nous faisaient prendre du miel. Moi qui croyais que le miel brisait le jeûne, interrompait le jeûne, mon état cétonique, la réponse, c'est non. Alors, mais en fait, on avait la pesée. Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment surprenant, c'est que d'une journée à l'autre, alors je ne mangeais pas différemment, c'était tout le temps la même chose parce que c'était vraiment, vraiment calculé. Et puis, donc, d'une journée à l'autre, oui, il y a des journées où je descendais et eux autres, ils fonctionnaient vraiment au gramme. Alors oui, il y avait des journées où je pouvais descendre de 100 grammes, 200 grammes, des fois 300 grammes. Puis d'un coup, il y avait une journée où je prenais 200 grammes. Il y avait même une journée où j'ai pris 300 grammes. J'ai dit, ben voyons donc, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'en demandant au médecin, qu'est-ce qui fait en sorte qu'en période de jeûne, on voit une fluctuation de notre poids? Bien, il m'a dit, Nancy, il y a une différence entre la perte de poids et maigrir. Il dit, une chose qui est absolument sûre que tu peux avoir avec certitude, puis ça, c'est à travers toutes les études qu'on a faites, les études cliniques, c'est que chez l'homme, il perd un peu plus de poids, mais la femme, on a une moyenne en jeûne vous allez maigrir de 200 grammes par jour. Okay? Donc, c'est ça, c'est assuré. Inquiète-toi pas, tu vas voir quand on va calculer à la fin, c'est entre 100 et 250, mais la moyenne, c'est 200 grammes par jour.
peu importe qu'est-ce que la balance va dire. Parce que sur la balance, bien, ça mesure ta rétention d'eau, ça mesure tes muscles, ça mesure tous tes organes, ça mesure ton inflammation, ça mesure tes os, ta masse graisseuse, ta masse musculaire, ta masse osseuse, ça mesure tout ça. Fait que pour nous, c'est une référence pour voir, y a-t-il une diminution globale? Mais si vous vous servez de ça comme motivateur à tous les jours, c'est sûr que vous allez être découragé. Puis là, moi, je me promenais, puis je posais des questions à tout le monde parce que j'étais curieuse de savoir comment ça se passait chez les gens. Puis j'étais une des seules qui posait autant de questions à savoir sur qu'est-ce qui se passait vraiment dans le corps. Ça fait que souvent, je rencontrais des gens qui disaient « Ah, je suis assez découragée, comme j'ai maigri de 100 grammes, 200 grammes. Tout d'un coup, je me suis mis à reprendre. Là, ça fait 2 jours, là, on dirait que je suis stable ou bien j'ai repris du poids. » Puis j'étais celle qui leur disait « Ben oui, mais fais-toi-en pas. Tu es en jeûne, fais-toi-en pas. Tu maigris de 200 grammes par jour. » Alors, cette fameuse perception qu'on a que notre pesée, c'est la résultante de notre succès, bien, c'est complètement faux. Si c'est la seule référence que vous avez, bien sûr que ça va vous décourager. Maintenant, l'autre prise de conscience à avoir pour les personnes qui ont l'attente de perdre 2 livres par semaine, bien, ça aussi, c'est une fausse perception. Parce que si en jeûne, ça veut dire qu'on ne mange pas pendant une période de temps, on perd 200 grammes. Fait que 200 grammes multiplié par 7, ça fait 1,4 kg. 1,4 kg, ça donne à peu près 3 livres. Ça fait que c'est à peu près, donc la femme en jeûne pendant 7 jours d'affilée va perdre à peu près 3 livres. Mais si on mange, on peut s'entendre qu'on ne perdra pas 3 livres, on ne perdra pas 2 livres par semaine. Alors, qu'est-ce qui est plausible quand on mange, puis qu'on prend conscience de notre nourriture? Pas qu'on est en privation, mais qu'on va être en équilibre en appliquant des jeûnes une certaine période de temps durant la journée ou durant notre semaine. Eh bien, c'est peut-être 50 grammes qu'on va perdre, qu'on va vraiment maigrir, que notre corps va utiliser la graisse. Parce qu'en fait, il faut prendre conscience qu'il faut laisser notre corps utiliser ses réserves. Donc, si on est toujours en train de remplir nos réserves, bien, il ne peut pas les utiliser. Ça fait que ça prend une partie de notre journée où est-ce que notre corps il est en brûlage de graisse. 50 grammes par jour, c'est à peu près réaliste. Donc, on va parler plus de 3 livres par mois plutôt que de 3 livres par semaine. Puis là, certaines personnes vont dire, ben ouais, mais pourtant, c'est arrivé, il y a été une semaine où est-ce que j'ai perdu, j'avais une cliente là, qui me disait, j'ai perdu 10 livres en l'espace de 2 semaines. C'est de l'eau. Okay? C'est de l'eau que vous allez perdre au début. Au début de votre processus, vous allez perdre énormément d'eau. Pourquoi? Parce que quand vous faites un changement, quand vous faites un changement alimentaire puis que vous êtes habitué de manger majoritairement des produits transformés, votre corps a besoin de se protéger contre ces toxines-là en enrobant votre molécule de graisse d'eau. Alors, au début, c'est de l'eau qu'on perd. Donc, c'est pour ça qu'on perd beaucoup, on perd beaucoup plus rapidement du poids. Puis après ça, ça stabilise et c'est là que le corps commence à maigrir. Okay? Alors, j'avais remarqué que les journées où est-ce que je pesais plus, c'était les journées où est-ce que j'avais mal dormi. Donc, pour une raison quelconque, j'avais mal dormi, je pesais plus le lendemain. Puis les journées où est-ce que j'avais été au soleil, donc une exposition au soleil plus prolongée, donc j'avais probablement une rétention d'eau. Alors, c'était les journées où est-ce que je pesais plus. Donc, l'astuce à avoir, plutôt que de vous concentrer puis avoir seulement la mesure de la balance, c'est de mesurer votre progression de cheminement. La progression de cheminement se fait à travers différentes stratégies. Ce que je vous invite à faire, c'est de énumérer, en fait, identifier des éléments qui sont faciles à modifier pour vous. Si vous êtes vous commencez un processus ou vous êtes sur un plateau,
posez-vous ces questions-là. Donc, quels sont les comportements qui me font du mal, les aliments qui me font du mal? Et là, j'en prends quelques-uns. J'en prends pas une dizaine. J'en prends 1, 2, 3 aliments. Puis, je vais commencer par qu'est-ce qui est le plus facile. Okay? Donc, si, supposons de vous défaire de manger du chocolat ou de vous défaire de manger du sucre, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour vous, commencez pas par ça. Commencez par qu'est-ce qui est un peu plus facile. Okay? Et puis, donnez-vous des règles de base. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai travaillé encore avec une de mes clientes qui me disait, qui était un petit peu partout, elle aussi, où est-ce qu'elle voulait tout changer en même temps. Mais elle avait une vie très, très sociale, puis elle va manger plusieurs fois au restaurant avec des amis et tout ça. Puis elle se disait, c'est comme si j'essaye de tout faire, mais on dirait que quand que je vais au restaurant, c'est comme je me laisse aller. C'est comme si c'est comme si je perdais tous mes moyens, puis c'est comme si j'en avais pas de règles. Bien, je lui ai proposé que choisis un élément qui est facile pour toi et donne-toi une règle réaliste. Fait qu'elle s'est dit, par exemple, ben, les frites, OK? Étant donné que je mange bien à la maison, puis je me fais des salades, puis je mange des salades, puis des frites, ben, j'en mange pas. Quand je vais au restaurant, on dirait que j'ai comme le goût d'en manger. Ben, donne-toi, si tu veux en manger, au lieu d'aller en restriction, donne-toi, OK, la permission de le faire, mais donne-toi certaines règles de base. Donc, dis-toi que ben, je vais en manger une partie, je vais en manger juste quelques-unes, ou peut-être une fois sur 2, je vais en prendre. Donc, donne-toi une règle de base qui est réaliste, qui va te permettre, à travers tes autres comportements que tu as de bien à la maison, bien, ça va venir se balancer. Et c'est de cette façon-là que tu vas te sentir beaucoup plus en paix dans ton processus que plutôt d'essayer de faire des changements drastiques. Souvent, là, nous, on est à l'opposé. C'est comme le tout ou le pas pantoute. C'est comme c'est ça quand on se sent dans la privation. C'est comme là, j'ai décidé là, que c'est fini pour moi, j'ai un changement drastique. Bien là, c'est que j'en mange plus pantoute. Il n'y a plus de dessert, plus de sucre, plus de friture, plus absolument de rien. Bien là, c'est que quand on s'en va dans l'extrême, bien à un moment donné, c'est trop pour le cerveau, c'est trop à prendre pour le cerveau. Fait qu'il a tendance à vouloir revenir dans l'équilibre. C'est là qu'il vous envoie des messages, ben je vais me faire plaisir ou bien je vais tricher. Là, ben, quand on se triche, on se fait plaisir, ben, on se sent mal, on se sent coupable, puis là, on s'en va encore vers l'autre extrême. Alors, allez-y avec des règles de base qui sont réalistes, puis des expositions qui sont progressives. On y va doucement. Puis vous terminez avec une appréciation. Fait que si vous avez été au restaurant, puis vous avez été avec, encore une fois, on utilise notre mental, notre conscient, et on y va avec, à la fin de mon repas, bien, je me pose la question, qu'est-ce que je peux apprécier? Parce que j'ai utilisé ma conscience pour me préparer mentalement sur qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je me donnerais comme règle de base, bien, j'y vais, bien, qu'est-ce que je peux apprécier? Plutôt que de me critiquer. J'ai pas fait ça, j'ai encore mangé du dessert, je voulais dire non, mais j'ai dit oui. Plutôt que de vous critiquer, allez-y avec qu'est-ce que vous avez réussi à faire. Si vous avez commandé un dessert, par exemple, mais vous en avez mangé juste la moitié, bravo! Vous avez commandé des frites, mais vous en avez laissé la moitié dans votre assiette, bravo! Vous avez choisi normalement, vous prenez tout. Vous prenez de l'alcool, vous prenez des frites, vous prenez du dessert, vous prenez du pain, mais vous avez choisi de choisir un de ces aliments-là au lieu de choisir tout. Bravo, c'est l'appréciation que vous pouvez avoir. Donc, conditionnez-vous à apprécier qu'est-ce que vous faites de bien et de vous évaluer votre progression, votre cheminement sur une échelle de 1 à 10. 10, c'est que, bon, ben, dans cet aspect-là, de choisir tel aliment ou d'un comportement alimentaire, par exemple, 10, c'est devenu automatique pour moi. OK? C'est un no-brainer pour moi, je ne me pose même pas la question. OK? Pour moi, si mon conjoint amène n'importe qui amène des chips chez moi, dans mon garde-manger, pour moi, là, c'est complètement, j'en mange même pas, c'est un 10. Okay? Si vous amenez du chocolat, par exemple, je sais qu'il y a du chocolat dans le congélateur, OK, ça ne sera pas un 10 encore.
OK? Donc, mais vous allez voir votre progression. Si je pense au chocolat, c'est beaucoup mieux maintenant que ça l'était là, plusieurs mois, plusieurs années. Mais ce n'est pas encore un 10. Mais c'est comme ça que vous allez cheminer, vous allez agréablement cheminer vers un processus qui est beaucoup plus facile que de faire des changements drastiques. Alors, est-ce que ça fait du sens pour vous? Je vais lire un petit peu, je vais regarder un petit peu vos commentaires. Oui, super, OK. Donc, ça fait du sens. Super, oui. On pose la question, est-ce qu'il est enregistré? Oui, la présentation, elle est enregistrée. Super. Maintenant, la difficulté, c'est qu'on a bien beau savoir ça, parce que si vous êtes avec moi pendant un certain temps, hein, vous voyez tout ça, vous savez tout ça, mais c'est encore difficile de se défaire d'anciennes habitudes néfastes, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi c'est difficile? Bien, parce que nos conditionnements ont des racines profondes. Et les racines, pour n'en nommer que quelques-unes, sont reliées à situations du passé, dépendance alimentaire, le sens qu'on a de certains aliments, des conditionnements, l'alimentation émotionnelle, donc notre façon de gérer notre stress, le stress chronique qu'on peut avoir, les associations qu'on peut avoir. Des associations, c'est sucre égale bon goût au goût, sucre égale ma grand-mère qui faisait ses biscuits aux pépites de chocolat. Ça peut être au niveau des fausses croyances qu'on peut avoir, que le jeûne, c'est dangereux. Il faut absolument que je mange à toutes les 2 heures. Quand je manque d'énergie, j'ai besoin de manger. Ça peut être l'influence sociale, donc tout ce que les gens vous disent, tout ce que vous lisez dans les magazines, ce que vous avez lu dans les magazines, ce que vous avez appris, les gens de votre entourage qui vous disent qu'est-ce que vous devriez faire, qu'est-ce que vous ne devriez pas faire, au niveau d'un besoin qui n'est pas comblé. Alors, une personne en particulier qui m'avait mentionné comment elle avait peur, en fait, la raison pour laquelle elle avait peur de maigrir, elle avait une peur inconsciente, c'est qu'elle avait la perception qu'au moment où est-ce qu'elle deviendrait mince, elle attirait beaucoup l'attention et pour elle, attirer l'attention, c'était quelque chose qui était vraiment néfaste. Elle avait un blocage par rapport à ça. Alors, mais en même temps, paradoxalement, elle avait un besoin de se sentir importante, mais le blocage d'avoir de l'attention reliée à sa minceur était beaucoup plus fort. Alors, on a énormément de blocages, de dépendance, de racines. Moi, j'appelle ça des racines qui sont reliées soit au même aliment ou au même comportement alimentaire. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme je vous ai dit au début, si on a juste une stratégie ou quelques stratégies, ce n'est pas assez pour cheminer et pour vraiment cheminer dans toutes les problématiques qu'on peut avoir. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes continuent à avoir des problématiques puis me dire, ben j'ai essayé ça, mais j'arrive pas encore à atteindre mon but. J'ai essayé ça, mais j'arrive pas encore à atteindre mon but. Bien, il y a beaucoup de choses à essayer. Okay? Alors, c'est important d'en prendre en considération. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas PKC, c'est quoi PKC? La méthode PKC, c'est l'abréviation de perdre tes kilos avec ton cerveau. Alors, de tout ce que je vous ai conté aujourd'hui, vous prenez conscience qu'on utilise la conscience beaucoup pour changer des associations. En fait, on interrompt des comportements, des associations qui sont néfastes, qui sont en lien avec la nourriture. Donc, notre relation avec la nourriture qui est d'une certaine façon, on interrompt ce qui est néfaste, puis on remplace par des conditionnements qui soutiennent notre objectif minceur. Et c'est ça qui donne des résultats durables.
Donc, le modèle comme tel, c'est bien sûr qu'on parle de l'alimentation, mais on va surtout parler de comment fonctionne notre corps, comprendre comment fonctionne notre corps et surtout comment fonctionne notre cerveau. Alors, aujourd'hui, je vous ai présenté le iceberg du fonctionnement alimentaire, de cette corrélation alimentation-corps-cerveau. Mais plus qu'on en apprend, plus que ça a du sens pour nous. Donc, quand ça a du sens pour nous, ça nous donne la motivation de changer nos conditionnements. Et la formule, elle est à 7 étapes. Donc, c'est cette formule qui est répétée de semaine après semaine avec des stratégies différentes, des phrases-clés différentes, des PNL. On va travailler aussi des différentes façons de bouger, l'appréciation dont je vous ai parlé et le recadrage. Donc, c'est la formule que je suis. C'est fait sur une plateforme de contenu, c'est un accompagnement virtuel, c'est échelonné sur 52 semaines, c'est des très courtes capsules, donc moins de 10 minutes. Le processus il est vraiment basé sur le reconditionnement mental à travers la communication coaching. Donc, c'est plus de 200 heures de notions, de stratégie, des exercices. Il y a 13 thèmes différents. Vous avez une communauté spécifique. Oups, je vais me mettre en sourdine. Puis, le support personnalisé se fait, donc, parce que c'est une plateforme qui vous permet d'écrire sous chacune des capsules, ça vous permet d'écrire votre question, quelle est votre perception, quelle est votre prise de conscience, et puis je réponds à tous les gens qui écrivent. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est du coaching virtuel. Alors, dans les thèmes, là, on parle du fonctionnement du corps, du cerveau, votre relation, donc comment rétablir une relation saine avec la nourriture. On parle de besoins, croyances, valeurs, on parle d'émotions, on parle de neuroassociation, on parle des patterns néfastes, dont celui de la perfection, celui de la performance, on va parler de l'estime de soi, on parle de volonté, discipline, alimentation, motivation. Alors, on parle de tous ces éléments-là. Donc, comme je vous dis, c'est pas juste, on ne parle pas juste de la nourriture. La nourriture, c'est une partie, mais la réelle problématique, elle est beaucoup plus grande que juste savoir qu'est-ce qu'on met dans notre assiette. Il y a un énorme module de préparation, donc il y a plus de 20 capsules dès le départ, en plus d'avoir un module de bonus où est-ce que je mets vous avez des coachings de groupe précédents, vous avez des rencontres avec des experts, puis ça continue. Le coffre à outils, je continue à ajouter des choses. Comment redébuter? Souvent, les gens me disent, je commence le programme puis j'arrête après un certain temps. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour le reprendre? Parce que vous avez accès à vie. Donc, il y a même une petite semaine que je vous ai mis de comment redébuter le programme. Et il y a 3 programmes bonus que j'ai ajoutés au fil des années qui sont des compléments. Alors, en anglais, c'est jeûne, hormones et ménopause, où est-ce que je vous parle d'hormones, justement. Donc, pour les personnes là, à 40 ans et plus, très important à comprendre le corps, qu'est-ce qui se passe à partir de 40 ans, pourquoi que c'est plus difficile de résister, que notre corps résiste à laisser aller de la graisse. C'est important de comprendre ce processus-là. Le protocole LDA, c'est pour se libérer des dépendances alimentaires. Alors, je parle d'une différente technique. La technique du tapping est enseignée dans le protocole LDA. Et la pleine conscience des émotions, c'est naturellement la gestion des émotions. On a besoin de savoir comment faire si on veut gérer notre stress, qui est le stress qui est directement relié à la façon dont on mange. Alors, si vous vous posez la question, je vais aller vite là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà. Donc, est-ce que ça fonctionne? Bien sûr, les gens... Manon, ici, elle a fonctionné par elle-même en 6 mois qu'elle a laissé aller 50 livres. J'ai Lucie, tu vois, ici, ça n'est un exemple de personnes qui m'écrivent sous les capsules, donc spécifiquement à la capsule d'appréciation. Donc, les gens m'écrivent comment ça a été, quelle est l'appréciation qu'ils ont, comment ça s'est passé pour eux. Donc, Lucie qui dit que non seulement qu'elle a atteint son objectif, mais elle se sent moins gonflée, elle a laissé aller l'inflammation, puis même ce programme est allé au-delà de ses objectifs.
Nathalie qui dit que c'est beaucoup plus facile qu'elle pensait, donc elle suit les étapes. Et oui, en suivant les étapes, ça fonctionne pour elle. J'ai même des gens, oui, qui ont été opérés au niveau bariatrique parce que vous savez, même si vous avez la chirurgie, j'ai quelqu'un que je connais qui a eu la chirurgie qui, en l'espace de quelques temps, est revenu à la case départ parce que ça se passe, c'est au-delà que d'avoir un changement au niveau de l'estomac. Si on ne change pas nos comportements alimentaires, si on ne change pas nos réflexes qui sont à 95% automatiques, eh bien, il n'y en a pas de changement durable. Donc, ici, Louise, qui est absolument, qui a apprécié le programme. La puissance des audios. Pourquoi j'utilise des audios? C'est parce que, comme je vous ai dit, on a besoin de reconditionner notre dialogue intérieur. Puis pour reconditionner le dialogue intérieur, bien, je vous ai donné une stratégie à travers des cartes, à travers des post-it, à travers l'écriture des phrases. Mais au début, c'est difficile parce que quand on ne sait pas comment se parler, on ne sait pas quoi se dire, bien, ça nous prend des outils tangibles, ça nous prend autre chose. Il y a quelqu'un qui a besoin de le dire à notre place. Mais c'est comme si j'étais cette petite voix à l'intérieur de vous. Donc, à travers les audios, c'est tout un narratif de phrases positives qui, souvent, je parle en tu, mais je vous invite aussi à parler en je. Alors, c'est une panoplie de phrases que, en écoutant à répétition, à un moment donné, votre inconscient, c'est ce qu'il entend. Alors, oui, ça fonctionne à merveille. Un nouveau mode de vie, Amina, qui dit que, donc, c'est lorsqu'elle a réalisé que je lui ai fait réaliser que manger sainement, c'était autre chose que ce que la société nous enseigne. C'est autre chose qu'une question de calories. Okay? C'est quelque chose que je vous ai expliqué. La puissance du un pas à la fois, comme je vous ai dit, ce n'est pas un changement drastique. Il n'y a rien qui fonctionne drastiquement. Même la perte de poids comme telle, comme je vous l'ai expliqué, ça ne se fait pas de façon drastique. C'est une fausse conception, puis ça nous met dans une démotivation instantanée de croire que c'est un claquement de doigts. Donc, c'est au 3e mois que je demande aux gens de m'exprimer qu'est-ce que vous avez fait comme changement. Alors, ça n'est un exemple ici, bien, arrêter le grignotage. Une façon d'arrêter le grignotage, je vous ai dit que je vous parlerai de ça, c'est le jeûne. Parce qu'au moment où est-ce que vous prenez conscience que vous installez le jeûne dans votre quotidien, bien, vous avez absolument besoin de prendre conscience bien, quand est-ce que vous arrêtez de manger en soirée. Puis, bien, au moment où vous choisissez d'arrêter de manger à 7 heures ou à 8 heures ou peu importe, bien, ça va vous aider à arrêter le grignotage de fin de soirée. Fait que si elle m'avait exprimé donc les 3 choses qu'elle avait tout simplement modifiées. Puis comme je vous dis, on commence par modifier les choses qui sont plus faciles, puis après ça, ben, on en ajoute continuellement. Sans privation, hop, il y a quelqu'un qui doit être en sourdine, s'il vous plaît. Juste vous mettre tout le monde vous mettre en sourdine, s'il vous plaît. Ah, je l'ai vu, je l'ai ici. Pourquoi je dis que c'est sans privation, sans restriction? C'est un peu comme je vous ai exprimé. C'est que plutôt que se donner des règles qui sont irréalistes, qui sont en grand écart avec où est-ce qu'on se trouve présentement, bien, on fait des choix qui ont du sens pour nous ici, maintenant. Alors, comme je vous ai dit, si, par exemple, un aliment pour vous, j'ai déjà dit dans mes capsules, changer mon déjeuner, c'était une des dernières choses que j'ai changées avant même que je commence à pratiquer le jeûne. Donc, j'avais commencé à changer, diminuer les pâtes dans ma journée, j'avais diminué les produits transformés, j'avais diminué le sucre énormément. Moi, j'étais une personne qui mangeait au Tim Hortons presque 3 fois par jour. Alors, j'avais diminué mes visites au Tim Hortons. J'avais fait énormément de changements. Mon déjeuner, c'était une des dernières choses que j'ai faites. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis que les choix que vous faites et les règles de base que vous donnez, ça doit faire du sens pour vous maintenant. Puis, vous
vous cheminez à travers ça. Donc, vous en ajoutez au fur et à mesure. Et c'est ça qui fait que quand vous arrivez à faire des jeûnes prolongés, bien, ça fait du sens parce que vous êtes prête, vous êtes rendu là. À un moment donné, changez votre déjeuner, ça va se faire tout seul. C'est un peu comme que je vous ai dit par rapport à mon conjoint. Oui, lui, ça y a pris des années, mais c'est pas grave combien de temps que ça prend. OK? C'est pas important. Ce que ça va prendre, là, c'est un déclencheur. Moi, mon déclencheur, c'était le regard de ma fille. Pour certaines personnes, le déclencheur, ça va être la maladie. Pour certaines personnes, le déclencheur, ça va être la présentation d'aujourd'hui. Pour certains autres déclencheurs, ça va être ce que je vous ai présenté, donc l'accompagnement en groupe. Pour une autre personne, c'est que j'ai de la misère à bouger, c'est que je suis tannée de plus être capable de dormir. Pour une autre personne, ça va être le fait que je suis devenue grand-mère, là, puis je veux voir mes petits-enfants grandir, puis je veux avoir du plaisir avec eux autres. Donc, le déclencheur n'a pas d'importance, puis il va se produire au moment opportun. Puis c'est au moment où est-ce que ça se présente que là, c'est le temps. Vous allez être ouverte à entendre et à apprendre et à comprendre comment votre corps fonctionne. Et laissez-vous le temps d'arriver à ces déclencheurs-là. Rachel, qui a fait le programme avec moi, une de mes premières clientes qui avait terminé le programme. Puis, donc, à ce moment-là, c'était des capsules. En fait, c'était des courriels que j'envoyais à tous les jours. Alors, donc, ça a évolué, ça a énormément évolué depuis et ça continue d'évoluer. C'est la raison pour laquelle les gens me disent, je recommence. Donc, les gens recommencent le programme 2 fois, 3 fois. J'ai une personne que c'est la 4e fois qu'elle recommence le programme. Peut-être pas nécessairement de faire à toutes les capsules, mais les capsules qu'elle a aimées le plus. Alors, c'est la raison pour laquelle je le laisse disponible à vie. Donc, l'investissement que vous avez, il est à vie. Puis, il continue parce que pour les gens qui me connaissent, peuvent l'écrire. Vous pouvez l'écrire dans le chat. Pour les gens qui me connaissent, vous savez que j'ajoute tout le temps des choses. Je suis toujours en train de faire des capsules basées sur vos besoins, puis basées sur qu'est-ce que vous me demandez. Maintenant, il faut que vous sachiez que ce n'est pas pour vous si vous n'avez pas l'intention de faire les exercices, d'utiliser votre prise de conscience, la responsabilité, d'avoir un engagement, de mettre en application les stratégies, d'écouter les audios PNL, de prendre le temps, OK, principalement. Si vous ne voulez pas prendre le temps, vous voulez que ça aille vite, bien, c'est pas ça, c'est pas cette formule magique-là. Par contre, si vous souhaitez vous libérer des régimes, des impulsions, la dépendance, la mauvaise relation avec la nourriture, donc la relation émotionnelle reliée à la nourriture, les influences sociales, la culpabilité, l'association de réconfort à la nourriture et tous les conditionnements qui bloquent votre progression. Vous avez tout simplement le désir de vous sentir bien. Okay? Oui, je le sais qu'on a un chiffre en tête, ou on a une silhouette, on a une vision quelconque qu'on veut atteindre, mais après ma barre, comment on se sent dans notre peau, c'est ça qui est le plus important. L'énergie qu'on a, la vitalité qu'on a, parce que la santé, elle commence à l'intérieur en premier. Puis la santé, là, elle se passe entre nos 2 oreilles en premier. La santé au niveau de la paix d'esprit. Okay? La paix d'esprit, c'est plus avoir. Souvent, les gens vont me dire, là, je ne veux plus avoir à penser à la bouffe. Je ne veux plus que ça l'accapare ma pensée journalièrement à tout moment de la journée. Alors, si c'est ça que vous voulez, puis vous voulez, quand on dit reprendre le contrôle, ce n'est pas le contrôle là, de tout ce que de tout ce que vous mangez, puis jamais avoir dire non à tout, c'est pas ça. Ce que je prône, c'est manger en toute conscience et le 80-20. Si à du 80% du temps, vous êtes conscient de ce que vous mangez, pourquoi vous mangez, qu'est-ce que vous mangez, vous comprenez le fonctionnement de votre cerveau, comprenez le fonctionnement de votre corps, comprenez qu'est-ce que les aliments font dans votre corps, où est-ce que vous en êtes au niveau de votre taux d'insuline, au niveau de vos hormones et tout ça. C'est ça le contrôle. Prendre notre santé en main, c'est le contrôle que je vous propose dans ce programme.
Bien, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un investissement. Oui, bien sûr, c'est un investissement en vous. Ça a toujours un investissement monétaire, oui, bien sûr, mais c'est surtout un investissement en vous. Alors,